Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Dans l'anime d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'histoire de deux meilleurs amis, inséparables. René, un magicien de grand talent mais qui dort énormément, s'étant même assoupi sur le champ de bataille, avait pour meilleur ami le roi héros Sion. Sion nourrissait un grand rêve, celui de transformer son pays pour le rendre bien meilleur, alors que Reiner, lui, ne s'intéressait absolument à rien de tout cela, préférant de loin dormir. Lorsque Sion a rencontré Reiner, ce dernier ne désirait qu'une chose dans la vie, dormir, mais Sion a discerné en lui une qualité qui dépassait de loin ce que les autres voyaient en Reiner. Quelle était donc cette chose que Sion avait perçue en lui, et comment allait-il l'aider à devenir une personne bien plus utile qu'un simple dormeur invétéré? N'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pendant que vous vous installez confortablement pour profiter de cet incroyable anime. L'histoire débute avec le narrateur qui nous raconte comment d'innombrables êtres auraient existé il y a fort longtemps. Ces êtres possédaient une puissance colossale suffisante pour dominer le monde entier. On les désignait sous les noms de seigneurs démons, de diables et de sombres souverains. Le monde était perpétuellement menacé d'être anéanti par leurs actions. Cependant, il existait des guerriers, les héros légendaires, qui surgissaient avec une force bien supérieure à celle des seigneurs démons, et ils pourfendaient les monstres. Les gens se demandaient avec curiosité qui pouvaient bien être ces héros, capables de vaincre des monstres suffisamment puissants pour anéantir le monde. Ils en sont alors venus à la conclusion que si les précieuses reliques de ces héros étaient découvertes, leur valeur serait inestimable. Quant à savoir si ces prétendus seigneurs démons et héros avaient réellement existé, l'Alpha Stigma allait nous éclairer sur ce mystère. René, le personnage principal de cette histoire, était le détenteur de l'Alpha Stigma, ce qui signifie littéralement les yeux des dieux. À la frontière de Nelpha, il a croisé un groupe de soldats qui ont tenté de lui lancer des sorts magiques, mais il a riposté avec une force égale. Utilisant la même magie contre eux, ils furent absolument stupéfaits de le voir agir ainsi. Les gens avaient tendance à croire que toute personne possédant l'Alpha Stigma était un monstre et qu'elle chercherait à les anéantir. Les armées de Nelpha l'accusèrent alors d'être un espion et pensèrent que Roland, le pays d'origine de Reiner, cherchait à déclencher une guerre contre leur nation. Nelpha, une jeune femme apparut soudainement aux côtés de Reiner. Son nom était Ferris. Le commandant des soldats donna l'ordre à ses camarades de les attaquer sans plus attendre. René confessa alors rapidement qu'ils étaient venus dans cette région pour rechercher les précieuses reliques du héros qui reposait en paix à Nelpha. Les soldats refusèrent catégoriquement d'écouter la moindre explication. Ils les attaquèrent malgré tout. Ferris engagea le combat avec eux. À cet instant précis, un événement étrange se produisit. Les épées et les casques des soldats se brisèrent en 1000 morceaux. Le commandant leur ordonna immédiatement de battre en retraite et ils s'enfuirent tous à toute vitesse. Un groupe de personnes les observait discrètement depuis l'arrière. Ce groupe était dirigé par une commandante et elle leur donna l'ordre formel de retrouver Reiner. René et Ferris firent une pause pour se reposer à un endroit situé près de la frontière entre Nelpha et Roland, là où Ferris avait l'habitude de déguster sa friandise préférée, le dango. René tenta de déchiffrer une carte afin de localiser l'emplacement exact des reliques. Il se servit également des descriptions tirées d'anciens écrits. René tout à coup se plaignit de ressentir une forte somnolence et exprima le désir de faire une sieste. Une vieille dame apparut alors derrière eux et leur demanda s'ils étaient originaires de Roland, ce à quoi ils répondirent par l'affirmative. Elle leur expliqua avec détail à quel point les Nelfans détestaient profondément Roland, mais précisa que ce n'était pas son cas. Elle raconta également comment les rois de Roland avaient mené des guerres incessantes partout dans les temps anciens, ce qui était plutôt regrettable, mais la révolution survenue il y a 2 ans avait couronné un nouveau roi, et la situation était désormais bien différente. Elle ajouta que le roi héros Sionistal, bien que très jeune, était néanmoins si impressionnant, et qu'elle se considérait comme l'une de ses plus grandes admiratrices. Ferris se plaignit de la manière dont il avait pris son dango en otage pour l'effrayer, et Reiner commenta également qu'il était un roi véritablement bourreau de travail, qui aimait faire travailler son meilleur ami jusqu'à l'épuisement total, et par-dessus le marché, il leur avait confié une mission des plus ingrates. Chercher des reliques, mais malgré tout, ils acceptèrent de mener à bien cette tâche. À la capitale de l'Empire de Roland, le roi fut aperçu, majestueux, chevauchant un cheval en compagnie de son entourage. Le peuple acclamait son souverain et le désignait comme le roi héros. Certains commentèrent que le royaume avait connu une prospérité grandissante depuis l'avènement du nouveau régime royal. Pendant tout ce temps, un homme vêtu de noir observait discrètement la scène, dissimulé derrière un mur. Au château de Roland, le roi fut accueilli très chaleureusement dès son entrée. Il rapporta sans tarder les épreuves vécues dans la région de Célior. Il s'enquit de la situation de la capitale, mais Clash, l'un de ses fidèles guerriers et amis proches, se montra très inquiet et se lamenta sur son retour précipité, insistant sur le fait qu'il devait absolument se reposer un moment et ne pas se remettre immédiatement au travail. Le roi Sion répondit qu'il ne pouvait absolument pas se reposer, car le pays était en pleine transformation, et s'il relâchait ne serait-ce qu'un instant ses efforts, tout pourrait être compromis. René et Ferris suivirent scrupuleusement la description des anciens écrits ainsi que la carte. Ils arrivèrent ensuite aux ruines de la forêt de Nelpha, ils tentèrent d'ouvrir la lourde porte de la ruine. Reiner utilisa le puissant sort de l'Alpha Stigma sur celle-ci, mais la tâche s'avéra ardue. Ferris lui ordonna alors de s'écarter, puis elle brandit son épée, la brisa en deux avec une force incroyable, et ils sautèrent tous les deux à l'intérieur. Le groupe de personnes mené par la commandante continuait de les suivre discrètement, à leur insu. À l'intérieur de la ruine, Reiner utilisa le sort puissant de l'Alpha Stigma pour désactiver le piège qu'ils avaient découvert sur leur chemin. Ferris le réprimanda sévèrement, puis ils continuèrent d'avancer. Le groupe de la commandante les suivait toujours de près. De manière tout à fait inattendue, une flèche fut tirée dans leur direction et Ferris bondit pour l'esquiver, tandis que Reiner se retrouva pris au milieu de plusieurs flèches. La commandante se précipita vers lui. Ferris brandit de nouveau son épée avec détermination, et les flèches tombèrent au sol. Ferris cria à Reiner de s'enfuir sans tarder, tandis qu'elle-même bondissait vers le mur, s'accrochant à son épée. Il jeta un coup d'œil derrière lui et aperçut une vague d'eau déferlante, mais il était déjà bien trop tard pour qu'il puisse s'échapper. L'inondation l'emporta au loin, ainsi que la commandante. Ferris retrouva Reiner et la commandante étendus sur les rochers. Ils étaient tous les deux vivants. René était déjà éveillée, mais la commandante n'avait pas encore repris connaissance. Lorsqu'elle se réveilla enfin, elle aperçut Ferris et Reiner, et elle fut alors très choquée de les voir là. Lorsqu'elle réalisa qu'elle avait été capturée, elle se présenta immédiatement comme la chef de l'escadron de poursuite des briseurs de tabous de l'Empire de Roland, la lieutenante Milkalod. Elle accusa Reiner d'être un briseur de tabous car il avait acquis la magie de Roland et était parti sans aucune autorisation officielle. Ainsi, afin de préserver le secret absolu du système magique de Roland, il devait être placé sous contrainte, tandis qu'elle fulminait, les yeux même fermés. Ferris et Reiner s'étaient déjà éloignés. Elle leur ordonna d'attendre et utilisa sa magie, projetant sur lui tonnerre et éclair, mais il les arrêta d'une seule main nue.
Elle supplia Rainer de la suivre afin qu'il puisse s'en tirer facilement, mais ils se moquèrent ouvertement d'elle. Elle s'énerva alors considérablement et utilisa sa véritable magie de talent. La foudre en boule se dirigea avec une force incroyable vers le toit et le brisa en morceaux. Quelqu'un transporta rapidement la lieutenant Milt pour l'aider à s'échapper de ce danger imminent. C'était Luke, l'un de ses fidèles camarades. Ils sortirent tous de la ruine, mais l'agitation persistait. Le roi Sion était en train de lire une lettre. Quelqu'un s'approcha par derrière, lui demandant s'il relisait encore cette lettre. Le roi l'appela alors Lucille. Lucie expliqua alors que l'Alpha Stigma n'est qu'un rêve agréable auquel un monstre solitaire s'accroche désespérément en pleurant. Le roi Sion eut un flashback, se remémorant l'époque où ils étaient jeunes et encore sur les bancs de l'école. Il promit solennellement à Rainer qu'il deviendrait le roi de leur terre et qu'il changerait absolument tout. Il lui promit également qu'il créerait un monde tel qu'il le désirait ardemment. René pleura alors amèrement. Le roi Sion, lorsqu'il était enfant, était fréquemment victime d'intimidation de la part des autres. Il le traitait de fils de chien de basse naissance. Sa mère, sur son lit de malade, l'encourageait toujours et lui disait à quel point il était un enfant doux et combien elle était fière de l'avoir pour fils. Sa mère lui avait dit que même si elle n'était plus là, il ne serait jamais seul. Son chien fut tué et lui fut envoyé comme un cadeau macabre. Le roi Sion eut vraiment une existence difficile pendant sa croissance. Le temps s'écoula à l'Académie militaire royale spéciale de Roland, une institution qui accueillait des orphelins et des enfants de criminels de classe A. Sion et Claude furent aperçus en pleine discussion concernant l'entraînement de bataille simulée de l'Académie, qui devait débuter très prochainement. Ils s'efforçaient de constituer une équipe solide. Ils évoquèrent quelqu'un qui ne s'était pas présenté aux séances d'entraînement. Sion quitta alors la pièce. Il fut raconté que Rainer Luth était le porteur de l'Alpha Stigma et le magicien le plus puissant de tout Roland. Il avait quitté l'institut de formation Germerkleisroll pour rejoindre l'institut spécial de Roland 307. On le surnommait autrefois le diable aux cheveux noirs. Sion ouvrit une pièce et y pénétra, et là il rencontra Rainer qui avait dormi pendant tout ce temps dans la bibliothèque. Il lui annonça que l'endroit était désormais fermé, mais Rainer, au lieu de partir, se rendormit aussitôt. Le roi Sion le laissa là, et il douta fortement qu'il s'agisse bien de Rainer, le soi-disant magicien. Sur le terrain d'exercice de l'académie de Roland, Rainer fut aperçu en plein entraînement avec une camarade étudiante. Sion vint également assister à la scène. René se retrouvait constamment à rouler par terre après un simple coup de l'étudiante. Sion fut très surpris de constater que c'était Rainer qui se comportait de la sorte comme un véritable faible. La jeune fille lui demanda de se relever afin qu'ils puissent reprendre leur entraînement. Puis elle utilisa un sort magique sur lui. Le sort le frappa de plein fouet et il tomba une fois de plus. La jeune fille s'approcha de lui et il se plaignit de ressentir à nouveau une forte somnolence. La jeune fille, agacée, lui donna une tape sur la tête. Elle lui prit la main pour l'aider à se relever et le prévint que sa note serait sérieusement en péril s'il ne s'entraînait pas ce jour-là. Tout le monde présent se moqua de Rainer, mais Sion leur ordonna fermement de garder le silence. Sion s'approcha d'eux avec curiosité. Il remarqua que Rainer avait en fait percé à jour le dernier coup direct porté par la jeune fille. Voyant Sion s'approcher d'eux, Rainer demanda qui il était, et la jeune fille lui répondit qu'il s'agissait de Sion Astal et qu'il était issu d'une noble famille. Sion prononça le nom de la jeune fille, Kiefer Nolas. Il lui expliqua qu'il s'efforçait habituellement de retenir les noms des étudiants les plus brillants, et qu'elle était une jeune fille joyeuse, très attrayante et extrêmement populaire. Kiefer rougissait littéralement de plaisir. Puis il proposa à Kiefer de rejoindre son équipe. Kiefer fut d'abord un peu réticente, mais Rainer lui conseilla vivement de se joindre à eux, afin qu'il puisse faire ses siestes l'après-midi, sans être contraint de s'entraîner. Mais Sion le surprit énormément lorsqu'il lui annonça qu'il voulait qu'il rejoigne l'équipe également. Il se demanda pourquoi il le voulait, sachant qu'il n'avait pas de bonnes notes. René insista fermement sur le fait qu'il voulait absolument qu'il les rejoigne. Il s'approcha de lui et lui murmura à l'oreille qu'il le voulait parce qu'il était un porteur de l'Alpha Stigma. Alors Sion menaça de le révéler à tout le monde. Finalement, Sion parvint à rassembler son équipe et ils partirent pour leur objectif ultime, éliminer leur ennemi. Tous frappèrent avec force en utilisant leur puissant sort magique et il y eut des éclairs et du tonnerre assourdissant. Heureusement pour eux, ils remportèrent la victoire et tous s'en sortirent vivants. Ils célébrèrent avec de la nourriture et des boissons puis ils s'endormirent tous sauf un qui ne put dormir. Il resta dehors, l'air si triste et pensif. Sion le rejoignit et lui demanda la raison pour laquelle il avait intégré l'académie. René lui répondit qu'il avait déjà fait ses recherches à ce sujet. Il l'affirma, puis expliqua qu'il savait qu'il avait grandi à l'orphelinat de l'Institut spécial de Roland. C'était une institution dédiée à l'éducation des enfants orphelins de guerre. Ils avaient l'habitude de rassembler les enfants et de leur dispenser un entraînement militaire des plus rigoureux. Ensuite, il les plaçait en première ligne durant les batailles. Mais soudain, la guerre prit fin et l'Institut perdit alors sa raison d'être. Les orphelins furent confrontés à un choix des plus difficiles, soit rester sous commandement militaire, soit être réduits au silence par le meurtre. Il choisit plutôt d'intégrer l'Académie militaire royale spéciale. Sion lui demanda alors s'il était prêt à se venger de leur pays pour l'avoir rejeté comme un tabou, simplement à cause de son Alpha Stigma, et également contre le roi et les nobles qui opprimaient constamment les faibles. Il promit alors solennellement à Rainer qu'il créerait un monde tel qu'il le désirait ardemment s'il parvenait à devenir le roi. Sion fut poursuivi par un groupe d'hommes vêtus de noir. Il se retrouva piégé dans un endroit d'où il ne pouvait plus s'échapper. L'un des hommes était sur le point de l'attaquer lorsqu'une jeune fille, en train de déguster un dango, vint soudainement à son secours. Elle expliqua que son frère lui avait expressément demandé de ne pas tolérer d'actions criminelles dans cette zone, et c'était la raison de sa présence. La jeune fille se battit avec tous les assaillants, et ils finirent par battre en retraite. La jeune fille demanda alors à Sion de lui acheter du dango en guise de remerciement pour l'avoir secouru. Sion acheta le dango dans la petite boutique d'une vieille dame. La dame le dirigea ensuite vers la maison de la jeune fille et lui expliqua qu'elle appartenait à la famille Eris. Sion se demanda alors pourquoi une personne issue de la famille Eris, un clan d'épéistes distingués et chargé de la garde de la famille royale, avait décidé de le secourir. Sion retrouva la jeune fille. Le nom de cette jeune fille était Féris. Sion lui demanda la raison pour laquelle elle l'avait secouru et elle lui répondit que c'était parce que son frère le lui avait expressément ordonné. Elle lui demanda à son tour pourquoi son frère avait choisi de le protéger. Alors, il lui raconta son histoire. Il lui expliqua que son père était un noble très célèbre, tandis que sa mère n'était qu'une simple roturière. Sa naissance n'était pas désirée, il fut donc séparé de son père alors qu'il était encore très jeune, mais sa mère l'éleva avec beaucoup d'amour. Il dut endurer des brimades incessantes et sa mère finit par mourir. Ses frères nés d'une autre mère le haïssaient également et l'un d'eux tentait désormais de le tuer. Il demanda à Féris de l'aider à retrouver cette personne. Féris accepta et lui dit qu'elle engagerait un homme de main, et en échange elle lui précisa qu'il devrait lui livrer désormais 2 portions de dango à chaque fois.
Il accepta la proposition. Sion demanda à rencontrer son frère, mais elle lui répondit qu'il ne le rencontrerait que lorsque son frère en aurait réellement envie. Ferris avait une petite sœur nommée Iris. Elle lui annonça qu'elle serait son homme de main à partir du lendemain. Iris était très excitée à cette idée, et elle promit de faire de son mieux. Sion était en classe avec d'autres étudiants lorsque 2 d'entre eux firent irruption et lui annoncèrent que le royaume d'Istanbul, leur pays voisin, avait envahi leurs terres, et que la guerre allait donc recommencer. Cette année-là, Istanbul avait connu une très longue saison des pluies et leur fleuve principal avait débordé de son lit. Désormais, ils étaient confrontés à une pénurie alimentaire sans précédent. Ils tentaient de surmonter leur grave crise alimentaire en recrutant davantage de soldats et en envahissant les terres voisines. À cet instant précis, 2 soldats entrèrent et annoncèrent qu'ils allaient être dépêchés. Il ordonna à tous les étudiants d'avancer vers la première ligne de front dès le lendemain matin. Ferris et Iris avaient réussi à capturer l'homme qui avait donné l'ordre de tuer Sion. Après l'avoir torturé, il confessa que Sion allait effectivement mourir très bientôt. Car ils avaient tendu un piège mortel pour l'éliminer, ils avaient rassemblé pas moins de 50 chevaliers magiques d'Istanbul dans les plaines de Roxane afin de se débarrasser de lui. Sion et d'autres étudiants étaient en chemin vers le champ de bataille. L'homme poursuivit en révélant qu'ils avaient infiltré un espion parmi ses amis, et que Sion n'échapperait donc pas à la mort inéluctable. Ferris et Elaris se trouvaient toujours dans la chambre de l'homme pendant qu'il continuait de révéler le piège qu'il avait méticuleusement préparé pour Sion. Iris le frappa avec colère et il perdit connaissance. Le frère arriva également sur les lieux et décapita l'homme. Il dit à Ferris qu'il devait faire un travail extrêmement minutieux en tant que membre de la famille Eris. Leur famille ne servait que le véritable roi, ils devaient donc attendre et observer si Sion se révélait être un roi authentique, s'il parvenait à survivre après avoir affronté la troupe de 50 chevaliers magiques. Il ajouta qu'il portait sur lui quelque chose de tout à fait fascinant. Sion et d'autres étudiants s'étaient rassemblés aux abords de la frontière d'Istanbul. Ils s'efforçaient de monter leur tente, mais Rainer, lui, était simplement allongé paresseusement. Ils tentèrent d'attirer l'attention de Kiefer, mais elle s'éloigna sans un mot. D'autres pensèrent que Rainer lui avait fait du tort, alors ils le poussèrent vers elle afin qu'ils puissent discuter. Mais il préféra plutôt s'endormir à ses côtés et déclara qu'il voulait faire une sieste l'après-midi. Kiefer demanda à Rainer de s'enfuir avec elle, car elle tenait vraiment beaucoup à lui et ne voulait absolument pas qu'il meure au combat. René se contenta d'en rire et lui dit qu'elle n'était pas censée plaisanter à un moment aussi grave. Kiefer s'excusa sincèrement de ne pas avoir été capable de le protéger, elle se leva ensuite et utilisa son puissant sort magique, et des éclairs zébrèrent le ciel. Elle s'éloigna, laissant Rainer derrière elle. Rainer la regarda simplement s'en aller, impuissant. Avant même qu'il ne puisse s'en rendre compte, le cadavre d'un homme mort fut jeté sur lui. La guerre éclata alors qu'ils y étaient le moins préparés. Les chevaliers magiques d'Istanbul les attaquèrent sans pitié. Sion ordonna à tout le monde de battre en retraite et de se réfugier dans les bois. Sion et Rainer furent aperçus se cachant derrière les arbres. Sion voulait se rendre sur le champ de bataille pour tenter de sauver Kiefer et les autres survivants, mais Rainer s'y opposa fermement. Ils furent également attaqués et ils commencèrent alors à courir. L'un des assaillants utilisa un sort magique pour accélérer sa course et il les rattrapa. Il saisit Sion par la tête. Instantanément, Rainer invoqua également son propre sort magique et riposta à l'attaque avec la même puissance magique. Sion fut alors libéré de son emprise. Les soldats d'Istanbul réalisèrent qu'il était capable d'utiliser leur magie parce qu'il était un porteur de l'Alpha Stigma. René utilisa de nouveau le sort magique et les attaquants battirent en retraite. Sion demanda avec une colère palpable pourquoi il n'avait pas utilisé cette magie plus tôt. Alors Rainer lui répondit que cela faisait déjà 7 longues années qu'il ne l'avait pas utilisé. Un autre chevalier magique d'Istanbul descendit et frappa Rainer de plein fouet. Ils avaient été complètement encerclés par plusieurs soldats. René perdit connaissance, mais ils identifièrent rapidement qu'il était un porteur de l'Alpha Stigma. René reprit conscience. Le soldat lui annonça qu'ils avaient tué d'autres étudiants, à l'exception de Sion et de Kiefer qui étaient déjà retenus en otage. Il se demandait avec étonnement pourquoi il restait si calme après tout ce qu'ils avaient proféré. Il voulait qu'il se mette en colère afin qu'il puisse révéler sa magie de l'Alpha Stigma. Puis ils commencèrent à frapper Sion très violemment et déshabillèrent Kiefer. Les yeux de Rainer changèrent alors et commencèrent à émettre une lumière intense et l'obscurité envahit tout l'endroit. Une voix étrange résonna dans sa tête, lui ordonnant de tout détruire et de tuer absolument tout le monde. René conservait la même apparence physique, mais beaucoup de choses avaient profondément changé dans son esprit. L'un des soldats s'approcha de lui. Soudain, le corps entier du soldat se dispersa comme du sable fin, et l'homme qui tenait Rainer le relâcha immédiatement. Tous les magiciens d'Istanbul l'attaquèrent sans relâche, mais il arrêta leur sort d'une seule main nue. Ses yeux étaient devenus complètement rouges et il était prêt à anéantir absolument tout le monde. Après avoir détruit tous les soldats d'Istanbul, il s'approcha de Sion et de Kiefer, il les souleva et leur serra le cou, les étranglant. Sion trouva alors un moyen de le frapper et il tomba lourdement. Il ferma ses yeux avec sa main et Rainer perdit connaissance. La lumière revint partout, et Sion appela le nom de Rainer à plusieurs reprises, avec insistance, jusqu'à ce qu'il revienne à la vie. À la capitale de l'Empire de Roland, Sion fut aperçu chevauchant un cheval, tandis que tout le monde l'acclamait comme un véritable héros de guerre. Mais les nobles, eux, n'étaient pas du tout satisfaits de cette situation. Tous les étudiants qui avaient péri au combat furent enterrés à l'académie. René fut arrêté et sévèrement puni par les nobles de Roland. Il demanda si Kiefer était toujours en vie, puis ils lui répondirent qu'elle avait été jetée en prison. On lui raconta comment la sœur de Kiefer avait été tuée, accusée d'être une espionne, et comment sa sœur cadette avait été sommée de rester avec eux comme un gage de sa loyauté envers leur pays, mais la sœur était décédée il y a bien longtemps, bien qu'elle n'en fût pas du tout consciente. René fut sévèrement battu et il commença à saigner abondamment. Ils furent déçus que Sion ait survécu car il était leur véritable cible. René fut conduit dans la même cellule où se trouvait Kiefer, puis il l'informa que sa jeune sœur était décédée. Elle pleura alors amèrement. René se demanda pourquoi il devait y avoir la guerre. Il déclara qu'il préférait de loin faire des siestes l'après-midi. Il souhaitait qu'il puisse exister un endroit où il pourrait simplement faire ses siestes l'après-midi sans avoir à blesser qui que ce soit ni à traverser les difficultés de changer un pays. Un soldat vint la chercher pour la faire sortir de la prison. Il lui annonça que Rainer avait signé un accord pour la libérer, tandis que lui resterait en prison à sa place. Kiefer fut profondément touché par son geste si gentil, et elle l'embrassa tendrement. Elle partit ensuite avec le soldat. Sion vint rendre visite à Rainer en prison, et il lui offrit une clé qu'il pourrait utiliser pour s'échapper de la prison. Mais Rainer refusa catégoriquement et déclara qu'il préférait rester en prison et faire ses siestes l'après-midi. Ferris fut très surprise de la manière dont Sion avait survécu à la guerre.
Ferris lui demanda la raison de sa venue et il lui répondit qu'il avait été convoqué. Son frère apparut alors sous un arbre et lui expliqua que c'était lui qui l'avait fait venir. Il se présenta comme Lucy Eris, le chef de la maison Eris. Il lui dit qu'il l'avait appelé afin de lui poser des questions pour déterminer s'il était le roi approprié ou non. Il déclara que s'il n'appréciait pas l'une de ses réponses, il le tuerait sans hésitation. Sion réalisa alors que la maison Eris, qui avait servi des générations de rois, souhaitait le mettre à l'épreuve. Lucille lui expliqua qu'ils accordaient des droits égaux à chaque prince, même s'il était de basse naissance. René appréciait grandement son séjour en prison. Il demanda au gardien de lui apporter des livres de la bibliothèque militaire, au moins une trentaine, puis il commença à rédiger des rapports détaillés sur chacun d'eux. Il continua de demander toujours plus de livres jusqu'à ce que sa cellule se transforme presque en une véritable bibliothèque. René est devenu ami avec le gardien, et ce dernier aime beaucoup parler de sa femme et de sa petite fille avec Rainer. Il lui a aussi raconté comment il avait été soldat 7 ans auparavant, mais avait dû se contenter d'être gardien car tous ses amis étaient morts à la guerre. Et il ne le regrettait absolument pas. Sien est venu rendre visite à Rainer tard dans la nuit, et il lui a remis tous les rapports qu'il avait écrits. Le gardien est venu voir Rainer, l'air déprimé. Étonnamment, Rainer avait déjà passé 2 ans en prison. Il a ouvert la porte de la prison, et Rainer a suivi le gardien qui pleurait déjà à chaudes larmes. Quand ils sont sortis, Ferris l'attendait déjà. Il a remercié le gardien et est parti avec Ferris. Alors que Rainer et Ferris marchaient à travers la nature sauvage, Rainer a décidé de se battre avec Ferus, pensant qu'elle l'emmenait pour être exécutée, ce qui était une erreur de jugement. Il a utilisé son sortilège magique contre elle, mais elle a tout brisé sans aucune magie, juste avec son épée. René était stupéfait de la façon dont elle maniait habilement son épée et n'avait même pas été blessé par tous les sorts magiques qu'il avait utilisés sur elle. René s'est rendu et l'a simplement suivi, sans plus de résistance. Ferus l'a emmené rencontrer le nouveau roi. Le cœur de Rainer a failli lui sauter de la bouche quand il a vu que Sion était maintenant le nouveau roi. Il a décidé de faire une sieste à nouveau devant le roi. Le roi lui a parlé de Kéfir, et il a levé la tête. Il lui a dit que Kéfir avait quitté le pays et qu'elle lui avait demandé de prendre soin de lui, ce qui était une surprise. Sion a sorti le rapport de Rainer qu'il lui avait donné pendant qu'il était en prison. Il l'avait intitulé « Comment construire un royaume de sieste l'après-midi ». Quel titre ridicule, n'est-ce pas? Mais le contenu était assez fascinant. Il y écrivait sur les reliques des héros légendaires et l'utilisation de leur incroyable pouvoir pour éliminer les guerres à travers le monde entier. Sion s'est assis sur son trône et a ordonné à Rainer de voyager partout dans le monde et de rassembler les reliques des héros à partir de ce moment-là. René, comme on pouvait s'y attendre, a refusé, mais Sion ne s'en est pas soucié. Il a également ordonné à Ferus de l'accompagner en tant qu'assistante, ce qui était une décision inattendue. René lui a dit qu'il n'avait écrit les rapports que pour passer le temps en prison, mais Sion lui a déclaré que s'il ne suivait pas ses ordres, il serait condamné à la peine de mort. René s'est également opposée au roi et lui a dit qu'elle ne l'assistait que sur ordre de son frère, ce qui était une situation délicate. Sion a clarifié qu'il avait reçu le soutien de Lucille, son frère, et dans ses propres mots, il a dit que si elle désobéissait, la boutique de Dango serait écrasée sur le champ. En entendant cela, elle a pointé sa flèche sur Rainer et l'a menacé, le mettant dans une position difficile. Comme il ne coopérait pas à temps, Ferris l'a traîné dehors. Ferris et Rainer se sont rendus à Nelfa pour leur mission. Ils ont visité l'ancienne bibliothèque de Nelfa et ils ont rencontré un vieil homme qui était le bibliothécaire. Un homme avec 2 enfants était attaqué par 2 autres hommes. Une scène plutôt chaotique. René, en entendant leur voix, est venu à leur secours. Il a demandé à la petite fille de lui donner le livre qu'il tenait, mais Ferris est arrivé et l'a frappé avec son épée, affirmant qu'il essayait d'enlever la petite fille. L'homme a demandé qui ils étaient. Le bibliothécaire l'a appelé Lord Toll, ce qui était une révélation. Pendant qu'ils étaient dans la bibliothèque, Rainer a donné des ordres à Toll pour qu'il lui choisisse des livres. Le bibliothécaire lui a clairement fait savoir que Toll était le petit-fils de Lord Grey Nelfi, empereur de Nelfa impérial, donc il n'avait aucun droit de lui donner des ordres, ce qui était une mise au point nécessaire. René n'écoutait même pas, il continuait à donner des ordres au gentilhomme, Toll. Cela a mis le bibliothécaire en colère, mais Toll, l'appelant par son nom Oncle Ganel, lui a dit de ne jamais s'en soucier puisqu'il n'était qu'un enfant abandonné. Il a dit que parce que sa mère était de basse extraction, lui et ses frères et sœurs étaient confinés à un seul domaine, une triste réalité. Ferus et Rainer ont visité l'appartement de Toll. Il leur a offert de la nourriture. Rainer a eu pitié de Toll et a dit qu'il devait avoir eu une vie difficile. René pensait que c'était difficile pour Sion et Toll. Une petite fille a soudainement volé à l'intérieur. C'était la sœur de Ferus, l'Elris, et elle a attaqué Rainer, une surprise totale. Ferus a également rejoint la scène et elle a arrêté l'attaque. Iris lui a expliqué qu'elle serait le point de contact entre eux et le roi Sion. Les nobles se sont présentés devant le roi et lui ont demandé de visiter Nelfa impériale afin de faire la paix avec eux, une proposition importante. Cloth a dit au roi Sion que le voyage était un piège pour le tuer, et aussi qu'il y avait des gens à Nelfa liés aux nobles de la faction anti-roi. Quand ils sont tous deux entrés dans la cour du roi, ils ont rencontré un homme vêtu de noir qui avait déjà trahi le roi auparavant. Une rencontre inattendue. Ils lui ont demandé qui il était, puis il leur a dit que son nom était Morin Frohod, un lieutenant-colonel de l'armée impériale de Roland. Il a dit qu'il avait entendu dire que le roi rassemblait secrètement des talents afin de contrer la noblesse, alors il était venu se joindre à eux, une proposition intéressante. Le roi lui a dit qu'il avait entendu parler de lui, avant qu'il ne dise qu'il était un orphelin acheté par la maison Frohod. Il a supplié Sion de le prendre, le roi a accepté sans hésitation. Pendant que le roi, Cloch et Frohod étaient tous assis, ils ont parlé du voyage à Nelfa, une discussion importante. Frohod a suggéré que le roi se rende à Nelfa et qu'il pourrait en profiter pour rassembler toute la faction anti-roi. Le roi a choisi d'aller à Nelfa avec Frohod seul. Le roi a visité Nelfa et il a été chaleureusement accueilli par le roi du pays, une réception cordiale. Il a dit au roi Nelfa qu'il voulait profiter d'une longue période de camaraderie avec Nelfa impériale. Le prince Tarnel, un prince du royaume de Nelfa, a rejeté les paroles de Sion et lui a parlé rudement, mais son père l'a réprimandé et s'est excusé en son nom, une situation tendue. Le roi Sion a rendu visite à Reinhard et Ferus chez Toll. Ils se sont assis ensemble pour manger. Sion avait déjà dit à Toll qu'il était le cousin de Rainer. René voulait révéler l'identité de Sion, mais Ferus l'a élégamment arrêté en lui marchant sur le pied, un geste discret mais efficace. Il a compris puis s'est conformé. Le roi Sion leur a dit à tous les deux qu'il avait une faveur à leur demander. Frohod avait réussi à capturer le chef de ceux qui prévoyaient de tuer le roi à Nelfa.
Il a rapporté que le prince d'Arnal était en charge du complot, une information cruciale. Le roi Sion lui a dit qu'il le révélerait au roi Nelfa afin qu'il puisse le punir. Frode est venu chez Toll. Il a rencontré Rhaena et Ferrus, et il a confondu Rhaena avec Toll. Il voulait tuer Toll parce qu'il ne voulait pas qu'il soit le roi de Nelfa, une erreur d'identité fatale. Lui et Rhaena se sont battus avec différentes magies. Frode a alors réalisé que Rhaena n'était pas Toll. Il s'est également battu contre Ferrus, et il l'a vaincu, bien qu'elle ne soit pas morte. René a détecté que Frode portait une bague, qui était la source de sa magie, une découverte importante. Ferrus s'est réveillé et lui a dit que la bague devait être une relique de héros. Frode a quitté les lieux et leur a promis qu'il se reverrait. Klaus n'a pas pu recueillir beaucoup d'informations sur Frode comme le roi le lui avait ordonné. Klaus lui a dit que Frode était une personne dangereuse et qu'il devait le retirer immédiatement, une mise en garde sérieuse. Frode a ouvert la porte, puis Klaus est parti. Frode a demandé si le roi allait le renvoyer, mais il lui a dit qu'il avait fait un travail incroyable pour lui et Nelfa, donc il ne le renverrait pas, même s'il était une personne étrange. Il a promis de servir le roi avec diligence, une promesse solennelle. Ferrus et Rainer ont quitté la résidence de Toll sans l'informer. Ils ont continué leur voyage à la recherche des reliques du héros. La commandante Mill Khalid et son groupe cherchaient également Rainer pour l'arrêter pour être un briseur de tabous, une chasse à l'homme. René et Ferrus étaient dans le dépôt de trésors intérieur de la forteresse de Nelfa, toujours à la recherche des reliques du héros. Ferris a pointé son épée sur la tête de Rainer alors qu'il fouillait la boîte, qui était pleine de papier. Ferris a conclu qu'il n'y avait aucune relique de héros à cet endroit, une déception. René a ressorti la carte et a vérifié où les reliques du héros seraient situées autour de la forteresse. Puis il lui a dit que c'était autour de l'endroit où ils avaient campé la veille. Il a dit que s'il ne pouvait pas repérer les reliques, cela signifiait que quelqu'un les avait prises, ou qu'il devrait creuser le sol pour les obtenir, une tâche ardue. Il s'est plaint que ce serait un gros problème de déterrer une relique vieille de milliers d'années. Ferris a levé son épée pour en finir avec lui puisqu'il n'était pas disposé à faire le travail, mais il l'a rapidement supplié et lui a dit qu'il le ferait. Pendant qu'ils y étaient, ils ont entendu des voix, une interruption inattendue. Un homme et une fille sont entrés. La petite fille a alerté son frère que le trésor était devant eux, mais leur opposition semblait coriace, alors ils devaient être prêts à fuir à tout moment. Les deux ont commencé à agir bizarrement. Le nom de l'homme était Sui, tandis que le nom de la fille était Q, un duo étrange. Ils ont demandé leur propre part du trésor et ont également vérifié la boîte. Quand ils n'ont rien trouvé, ils ont quitté la forteresse. À l'auberge impériale de Nelfa, où le lieutenant Kalod Milk et ses camarades logeaient. Ils se sont réunis pour manger, une scène de repos. Puis l'un d'eux, dont le nom était Lyr, avait l'air triste. Il a dit qu'ils n'avaient enregistré aucun succès depuis qu'ils avaient déménagé en ville. Kalod Milk a promis qu'ils feraient de leur mieux. René et Ferrus étaient dans la forêt de Nelfa, une nouvelle étape de leur voyage. René creusait le sol pendant que Ferrus était assise à le regarder. Khalid et son escadron les ont suivis dans la forêt. Elle leur a donné l'ordre de capturer Rainer. Elle a lancé une attaque contre Rainer avec son sortilège magique, mais Rainer a fait de même, une confrontation magique. Khalid est apparu devant Rainer. Elle s'est battue avec lui et son escadron et les a tous attachés avec un rappel. Ferrus a demandé à Rainer s'il les connaissait, mais Rainer est resté silencieux. Khalid lui a rappelé qu'il venait du même orphelinat et qu'il avait promis de l'épouser, une révélation surprenante, mais Rainer a nié l'avoir jamais connu. Ils les ont laissés derrière et sont partis. Rainer a continué à creuser le sol à la recherche des reliques. René se demandait pourquoi il devait être poursuivi par Kalod et son escadron s'ils étaient vraiment envoyés par le roi Sion, une question légitime. Pendant qu'il parlait encore, Rainer a trouvé l'épée qui était une relique de héros. Il l'a ramassée et l'a analysée en utilisant l'Alpha Stigma, mais l'Alpha Stigma n'a pas pu la lire. L'armée de Nelfa approchait Kalad et son escadron, une menace imminente. Ils pensaient que s'ils criaient, ils pourraient les aider et ils obtiendraient la permission de poursuivre le briseur de tabous. Kalad, d'autre part, essayait de trouver un moyen de sauver Rainer. Son escadron attendait son ordre, mais surprise, elle a crié et a insisté qu'elle voulait faire pipi, une diversion inattendue. Les soldats les ont entendus et se sont rapprochés, mais Rainer les a obstrués avec un sortilège magique. Ferrus a tué certains des soldats. Rainer s'est rapproché de Kalad et lui a demandé si elle allait bien. Elle craignait que Rainer ne soit attrapé, une préoccupation légitime. Ferrus s'est rapproché d'eux et a dit à Rainer qu'il devait protéger Kalad et les autres, mais les soldats de Nelfa étaient trop nombreux. Elle lui a demandé d'utiliser l'épée de héros qu'ils avaient trouvée, mais Rainer ne savait pas comment l'utiliser. René a essayé de trouver un moyen d'utiliser les reliques, mais il n'y parvenait toujours pas, une situation frustrante. Ferris a appelé Rainer à l'aide pour le combat. Comme il ne savait pas quoi faire avec l'épée, il l'a jetée derrière le soldat. Quelque chose d'étrange s'est produit là où il a jeté l'épée. Tout est devenu sombre et un énorme dragon avec des plumes est apparu, une apparition terrifiante. Les soldats ont battu en retraite et ont fui pour sauver leur vie. René et Ferris, ne sachant que faire du dragon, se sont éloignés et ont laissé Kalad et son groupe derrière. Kalad était triste d'avoir trahi son escadron, un sentiment de culpabilité, mais les hommes lui ont demandé de ne pas se blâmer. Ils lui ont rappelé ce qu'elle avait dit le jour où l'escadron avait été formé. Un flashback de ce jour a été révélé. Le capitaine Kalad et son escadron se tenaient devant le roi Sion et ont accepté la mission de poursuivre le briseur de tabous, un moment clé. Le roi Sion les a avertis que le travail était sale, mais qu'à l'avenir il pourrait utiliser cette raison pour se distinguer. Khaled a raconté comment elle avait autrefois renoncé à la vie et comment elle voulait fuir sa réalité. Mais un garçon, un ami d'enfance, lui avait donné le courage de vivre et elle avait l'intention de rembourser le garçon un jour et voulait protéger Roland où elle avait rencontré le garçon, et c'est pourquoi elle avait accepté la mission. Une histoire touchante. De retour au présent, l'escadron du capitaine Kalod lui a dit qu'ils avaient juré de rester avec elle quoi qu'il arrive. Donc elle ne devrait pas se tracasser et même si elle commettait une erreur, il la corrigerait. Kalod est redevenu excité, un regain de morale. Le roi Sion était dans la salle de réunion de Roland avec les nobles. Ils l'ont interrogé sur la façon dont il allait gérer la révolte d'Estabol, qui n'était venue à leur connaissance que 2 jours auparavant. Le roi a dit que des contre-mesures avaient déjà été prises, car ils avaient fait des recherches sur le chef de la révolte, et c'était Lady Noah N, la fille unique de l'ancien roi d'Istabul, une situation délicate. Il a ordonné à Fro de transmettre les informations qu'il avait recueillies. Il a ensuite expliqué que le côté Istabul avait environ 50 000 soldats.
Fro a dit qu'il prendrait l'armée pour guider chaque territoire et réprimer la révolte, une stratégie militaire. Le roi Soon s'y est opposé et lui a dit que Cloth serait celui qui gérerait la révolte. Cloth a accepté l'ordre immédiatement. Le roi a ordonné à Frood de s'occuper de la collecte et de la diffusion d'informations et d'offrir des conseils à Cloth, une répartition des tâches. Il a accepté à contre-cœur. Froodi a interrogé le roi Seon sur la raison de sa décision. Le roi Seon lui a dit qu'il savait qu'il avait planifié la révolte. Il a déclenché la révolte parmi les parties intéressées et a fait un nettoyage complet de toutes les forces anti-Roland en même temps. Une révélation choquante. Il voulait donc utiliser la guerre comme excuse pour envoyer des soldats dans chaque territoire et fouiller les méfaits des nobles de la faction anti-roi. Au fort de la ligne de front de l'armée d'Estabule, la princesse No du royaume d'Estabule a déploré que son père soit toujours à Roland, une situation préoccupante. Sallywell, sa garde, a expliqué que son père, le roi, avait vendu son royaume de bon gré en échange du statut et de la sécurité offert par Roland. La princesse lui a dit que le peuple aurait été plus heureux si la révolte avait été menée par son père, un regret amer. Sallywell l'a assuré qu'elle était grandement aimée par les nobles et le peuple. La princesse a avoué qu'elle avait peur de ce qui se passerait s'il ne gagnait pas la bataille. Elle a ajouté que Roland traitait bien le peuple d'Istable, donc elle ne voyait pas la nécessité de les combattre, une hésitation morale. Sallywell lui a dit que le combat était nécessaire pour sauver l'historique Istabule de Roland. Elle a affirmé que c'était ce que Sallywell lui avait appris quand elle était enfant. Un flashback de la princesse No enfant a été révélé, un souvenir important. Elle a joyeusement expliqué le genre de royaume qu'elle voulait à Sallywell. Elle lui a dit qu'elle voulait un royaume où tout le monde pourrait vivre avec un sourire et où tout le monde serait heureux. Sallywell l'a assuré qu'elle pouvait le faire. La princesse a annoncé à son peuple qu'ils allaient désormais combattre Roland et reprendre l'indépendance d'Estébule, une déclaration inspirante. Le peuple était excité. L'un des soldats a annoncé au roi que la bataille avait commencé. La bataille a commencé au château du territoire du comte Criad. Cloth a mené l'armée de Roland. Leurs ennemis étaient environ 8 à 9 000, une force considérable. Il a ordonné à l'armée d'avancer, et ils ont obéi. Le combat a commencé, mais Cloth a ciblé le commandant de l'armée d'Estabol. Il l'a tué dès qu'il l'a aperçu. Il a ensuite proposé à l'armée d'Istabal d'arrêter la bataille à l'amiable. Mais s'il ne le faisait pas, il les tuerait tous, tout comme leur commandant, une menace sérieuse. L'un des soldats d'Istabal est retourné transmettre le message à la princesse et aux nobles. La princesse a été impressionnée par ce que Cloth a fait, mais les nobles l'ont convaincu qu'il ne faisait que les tromper. La situation de la bataille a également été rapportée au roi Sion, une information cruciale. Cloth a reçu une lettre d'Istabule. Le contenu de la lettre a été lu par Sallywell. Il devait retirer l'armée de Roland et libérer tous les prisonniers de guerre. Et s'ils ne tenaient pas compte de leurs souhaits, le peuple d'Estabule serait décapité sur le champ, un ultimatum brutal. Sallywell a expliqué à la princesse que le roi de Roland ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser mourir des roturiers, alors il a pris le peuple d'Istabule en otage afin de protéger la princesse. Cela n'a pas plu à la princesse, mais Sallywell lui a dit que c'était ce que le peuple voulait, une vérité difficile à accepter. La princesse était déçue d'elle-même et se voyait comme une souveraine fantoche. L'un des soldats est venu annoncer à Cloth que les soldats de Roland attaquaient la forteresse d'Estèble. Cloth a été surpris car son escadron était assemblé avec lui, et il se demandait qui était l'escadron qui avait attaqué les soldats d'Estèble, une confusion stratégique. Alors il a senti que ce devait être Froud, qui refaisait des siennes. La princesse a dit qu'il préférait mourir seul, mais Sallywell a dit qu'il préférait mourir avec elle. Froud avait rejoint la scène. On lui a demandé qui il était, et il s'est présenté, une nouvelle apparition. Ils lui ont demandé comment il avait eu accès là, mais il les a ignorés. Il a commencé à utiliser son sortilège magique sur eux, et il a tué tout le monde sauf Sallywell et la princesse qui se sont échappés, un massacre brutal. Sallywell est entré dans un bâtiment avec la princesse. La princesse était amère d'avoir perdu tout le monde et même le royaume. Mais Sallywell lui a dit que c'était bien qu'elle soit en vie car c'était elle qui commandait l'émeute. Et maintenant ce serait lui qui tuerait la princesse émeutière qu'elle avait commencé, et mettrait fin à la bataille, une révélation choquante. Sallywell était en fait un traître. Il voulait salir la réputation de la princesse afin que les gens le voient comme le sauveur. La princesse voulait le tuer mais il lui a pris l'épée et avait l'intention de la tuer, une trahison ultime. Mais Froud est venu à son secours. La princesse a alors réalisé que Froud était celui qui avait conspiré avec Sallywell pour planifier la révolte. Froud a ajouté que selon leur plan, l'histoire se serait terminée par son suicide après qu'elle ait tué tous les otages, un complot machiavélique. Il est entré et il voulait attaquer Froud, mais il l'a esquivé. La princesse a promis de persuader son peuple et les soldats de suivre Roland afin que la guerre prenne fin. René et Ferris sont retournés dans la forêt de Nelfa où ils ont trouvé une épée qui était une relique de héros, une découverte importante. À leur insu, de nombreux villageois avaient été massacrés dans la forêt. Mais étrangement, il n'y avait pas de sang sur eux. Ils ont vu le gars et la petite fille qu'ils avaient rencontrés au dépôt de trésors intérieurs de la forteresse de Nelfa, Sui et Q, une rencontre inattendue. Ils se sont approchés d'eux et leur ont demandé ce qu'ils faisaient là. Ils ont dit qu'ils étaient là pour voir le dragon dont on parlait. Ils ont essayé de faire semblant pour les tromper, mais Ferus a aperçu l'épée relique du héros derrière lui, une ruse démasquée. Sachant qu'ils avaient été pris, il a expliqué qu'ils avaient visité la forteresse dans le même but que le leur. Eux aussi étaient à la recherche de reliques de héros. Ils ont ajouté que Rainer et Ferus avaient découvert la relique de héros, mais qu'ils l'avaient abandonnée pour eux, une explication inattendue. Selon Ferus, ce duo a tué tous ceux qui ont vu le dragon afin de les faire taire pour que moins de gens connaissent l'existence des reliques de héros. Sui leur a dit qu'il les tuerait aussi tous les deux, une menace sérieuse. Sui et Rainer se sont affrontés en utilisant différents sorts magiques tandis que Ferus et Q se sont également battus. René a vu la faux avec Q et il savait que c'était une autre relique de héros qui pouvait augmenter les capacités physiques de son porteur, une découverte importante. La faux a également été utilisée pour massacrer les villageois et c'est pourquoi il n'y avait pas de sang sur eux.
Sue a également vu que Rainer était un porteur d'Alpha Stigma. Il leur a montré un cristal qui pouvait être utilisé pour cristalliser l'Alpha Stigma et le lui retirer, une menace potentielle. Sue leur a montré comment utiliser l'épée relique du Héros qu'ils avaient abandonnée. Il s'est frappé avec l'épée et sa main s'est transformée en dragon et a craché du feu qui a presque tout consumé. René a alors réalisé que l'arme s'appelait écaille d'épée d'Olueli, une révélation terrifiante. L'arme pouvait brûler la cible à la volonté de l'utilisateur. René a lancé un autre sortilège magique sur Sui, mais il a utilisé une autre relique de héros appelée Focus Aela Chrono pour le détruire. Sui et sa sœur avaient rassemblé un certain nombre de reliques de héros, l'écaille d'épée d'Olueli et le peigne Alemio, un arsenal impressionnant. Toutes ces armes possédaient un pouvoir divin qui annulait la magie. Voyant les armes qu'ils avaient, Rainer et Ferris ont décidé de battre en retraite. Il a jeté le cristal sur Rainer. Soudain, une voix a commencé à résonner dans la tête de Rainer, un événement inquiétant. La voix lui a dit de tout détruire. Sue a expliqué que l'Alpha Stigma ne pouvait être volé que s'il l'éveillait d'abord. L'Alpha Stigma était un tabou car lorsqu'il devenait incontrôlable, il détruisait tout le monde et tout, une menace existentielle. René a commencé à se rappeler le moment où il s'était transformé en monstre. Il a dit à Ferris de s'enfuir d'elle et de ne pas le regarder dans les yeux. René a lutté si fort pour ne pas se transformer en monstre, mais il n'a pas pu s'en empêcher. Ferris a couru avec agacement vers lui pour l'attaquer, mais il a été arrêté par coup avec l'épée faux, une tentative désespérée. René est devenu fou et était prêt à semer la destruction. Sui a essayé d'annuler la magie de Rainer en utilisant le peigne Alemio, mais étrangement l'arme a disparu, et les mains de Sui se sont dispersées. Sui a dit que Rainer n'était pas un porteur d'Alpha Stigma ordinaire, une révélation finale. Sui a demandé à sa sœur de s'enfuir. René s'était complètement transformé en un monstre et il avait détruit presque tout sur son passage. René se remémora son enfance lorsqu'il était avec ses amis. Un groupe de soldats arriva et tua l'un d'eux. Les yeux de Rainer prirent la marque du stigma alpha et les soldats s'enfuirent terrifiés. Personne, pas même ses amis, ne pouvait s'approcher de lui. Ils le traitaient de monstre, un être qu'il fallait absolument éliminer. Ferris et Rainer furent laissés seuls sur les lieux. René était toujours dans son état monstrueux, mais il pouvait encore entendre les gens parler. Ferris lui dit qu'elle avait lu le rapport qu'il avait remis au roi Sion, et qu'il y avait une page où il avait écrit qu'il détestait voir les gens mourir et être tués. Il avait écrit qu'il n'aimait pas voir les gens pleurer, ni pleurer lui-même. Ferris dit qu'elle le prenait pour un simple paresseux, un dormeur invétéré, qu'elle doutait fort qu'il puisse un jour la tuer. Ferris commença alors à prononcer des mots apaisants, des paroles douces, qui pourraient le ramener à la normale. Elle lui rappela comment il avait avoué être là de tuer et de détruire des vies. Ferris courut vers lui, et elle réussit à annuler le sortilège magique. Elle s'apprêtait à lui couvrir les yeux quand Rainer lui serra le cou, et elle cria qu'il n'était pas un monstre. Des larmes coulèrent des yeux de Rainer. Ferris lutta jusqu'à ce que sa main atteigne son visage, puis elle lui couvrit les yeux. Rainer se calma et il commença à pleuvoir. René demanda à Ferris de retourner à Roland et de le laisser là, car le voyage était terminé. Ferris lui dit qu'elle ne le voyait pas comme un monstre, puisqu'il n'avait pas pu la tuer, elle, une simple femme. Donc il n'était qu'un lâche. La princesse No vivait à la cour de Roland. Elle et Claude s'entendaient très bien et avaient prévu de dîner ensemble ce soir-là. Le duc attira l'un des nobles de la cour, nommé Frode, et lui proposa de s'allier à lui pour renverser le roi. Frode le déçut en lui disant qu'il resterait fidèle au roi Sion, un véritable souverain, car il permettait aux faibles et aux forts de coexister en son sein. Puis il demanda au duc Styride de plutôt unir ses forces à celles de son roi. Après que la princesse No et Cloth eurent terminé leur dîner, la princesse No se retira dans son appartement. Lorsqu'elle entra dans sa chambre, elle fut attaquée par un groupe d'hommes. Ils la déshabillèrent entièrement. Cloth, en chemin, entendit quelqu'un crier son nom, puis il sentit que la princesse était en danger, et il courut rapidement vers elle. Cloth entra dans sa chambre et fut attaqué lui aussi. Il alluma la lumière et vit la princesse No de loin. Dénudée et en larmes, Cloth se mit en colère et se battit férocement contre les hommes. Ranar et Ferris traversèrent la forêt. Puis ils virent une petite fille attaquée par un homme. Ils sauvèrent la fillette, mais elle les supplia de sauver Aura aussi. Elle dit qu'il n'était pas un monstre, qu'il se trompait à son sujet. On rapporta au roi Sion que la princesse No avait été attaquée, mais que Cloth l'avait sauvée. Frode expliqua au roi que la princesse No avait été attaquée parce que Roland et Estébule suivaient une voie de réconciliation. Et cela parce que la princesse No était en vie. Si elle mourait, alors la révolte serait inévitable. Ensuite, les nobles s'en prendraient au roi Sion. Frode conseilla au roi de s'attirer les bonnes grâces de la noblesse. Il devrait les accepter et les nourrir de douces paroles pour qu'ils baissent leur garde, puis il les massacrerait tous. Frode dit qu'il avait tout mis en place, il n'attendait plus que l'ordre du roi. Le roi Sion demanda à Frode s'il n'avait pas été impliqué dans l'attaque de Lady No, et il avoua que non. René et Ferris furent aperçus à la frontière de l'Empire de Runa. Ils virent un groupe de chevaliers magiques de Runa avec un garçon attaché à un poteau de bois. Alors ils surent que le garçon était un Rua. Le lieutenant Milk Calad et son escadron apparurent devant le Major Miller. Ils pensaient qu'ils seraient furieux contre eux parce qu'ils avaient échoué leur mission. Ils lurent leur rapport de mission, ils y déclaraient que le briseur de tabou était bien au-delà de leur capacité. Le Major Miller appela à part Luke, l'un des membres de l'escadron qui avait suivi Calad pour la mission. Il lui dit que Rainer était bien plus problématique qu'il ne l'avait imaginé. Ils parlèrent aussi du plan du roi Sion pour se débarrasser des nobles corrompus. Il mentionna également la façon dont le capitaine Calad avait été maltraité dans la maison des Calad après avoir été retiré de l'orphelinat. Elle était dans le même orphelinat que Rainer quand ils étaient enfants. Elle subit un entraînement rigoureux car la maison Calad voulait démontrer sa puissance au sein de l'armée. Le capitaine Milk n'a jamais connu le moindre bonheur simple dans cette maison. Ils conclurent qu'elle ne devait pas rester dans le pays afin de ne pas être impliquée dans les troubles imminents. René et Ferris étaient toujours à la frontière de l'Empire de Runa. Ils observaient comment il torturait le garçon, Arua, le traitant de diable. Il continuait de piétiner le garçon et Rainer ne put plus se retenir. Il voulait les attaquer.
Ferris dut le calmer, insistant sur le fait qu'il devait d'abord élaborer un plan. La mère d'Arua fut tuée, et il pleura amèrement. René quitta Ferris quand il ne put plus se contenir. Les chevaliers dirent à Arua que sa mère avait dû mourir parce qu'elle avait donné naissance à un diable comme lui, puis ils avaient l'intention de tuer son père aussi. Son père lui dit de ne pas s'inquiéter même s'il était tué, et qu'il devait savoir que sa mère n'était pas morte à cause de lui. René les attaqua soudainement, et il tua de nombreux soldats. Ferris arriva aussi derrière lui et présenta Rainer comme une bête sauvage qui attaque hommes et femmes sans distinction. Ils l'attaquèrent, mais il utilisa son sortilège magique contre eux. Ils ripostèrent de la même manière, mais Rainer l'esquiva. Le combat continua entre eux et les chevaliers magiques. Le père d'Arua lutta pour tenir la main d'Arua afin qu'il puisse s'échapper, mais l'un des chevaliers le frappa et il mourut juste devant les yeux d'Arua. La douleur était trop forte pour Arua. Ses yeux prirent l'apparence d'un porteur de stigma alpha et il était sur le point de devenir fou, mais Rainer l'arrêta. Ils emmenèrent Arua avec eux et s'éloignèrent. René posa Arua sur ses cuisses et il pleura amèrement. Il se demanda pourquoi une personne comme lui devait souffrir de cette manière, alors qu'il n'avait même pas choisi de naître comme un monstre, ni d'avoir de tels yeux. Puis il commença à pleuvoir, Ferris le regarda avec pitié, et pleura elle aussi. René fut aperçu se reposant sous un arbre dans la forêt du territoire de l'Empire de Runa, tandis qu'Arua était allongée à ses côtés. Ferris était introuvable, et Rainer imagina où elle était allée. Ferris arriva et frappa la tête de Rainer avec le pommeau de son épée. Ferris dit en plaisantant que son fils abandonné était venu jusqu'à lui pour son soutien. Elle lui demanda comment il comptait assumer ses responsabilités de père. Ferris avait trouvé une calèche pour aider à transporter Arua. René l'accusa de l'avoir volée aux nobles. Elle dit que cela n'avait pas d'importance, qu'il devait juste mettre le garçon dans la calèche. Il commenta que Ferris était étonnamment prévenante, sachant qu'il ne pouvait pas porter Arua jusqu'à la ville de Raji. René plaça Arua dans la calèche et Ferris s'éloigna, laissant Rainer derrière. René courut après elle. Cloth rapporta au roi Sion qu'il avait reçu une notification selon laquelle, dans la région d'Archimel, il y avait une agitation croissante parmi les nobles sur le territoire de la maison Frode. Les nobles s'étaient rassemblés au manoir Frode de la région d'Archimel, entrèrent dans une pièce, et il y rencontra un vieil homme qu'il appela père. Il l'informa que les invités s'étaient rassemblés. Frode était très impressionné par le père. Il avait réussi à réunir toutes les figures renommées du monde entier dans une salle d'un simple mot. Son père loua également ses efforts, disant que les choses n'auraient pas été aussi fluides sans lui. Son père lui adressa de belles paroles, et il l'apprécia. Dans la salle où les nobles s'étaient rassemblés, le père était assis tandis que Frode se tenait à ses côtés. Frode les remercia tous d'être venus et les informa que les organisateurs du banquet étaient le duc Styride et son père Carlal. Carlise, le père de Frode, se leva pour s'adresser aux nobles. Toutes les portes menant à la salle se fermèrent soudainement, mais aucun d'eux ne montra d'inquiétude. Carlise parla du but de leur rassemblement, qui était de donner une leçon à Astelsion, leur roi, pour avoir méprisé la noblesse. Quelqu'un de l'assemblée fit écho qu'il devrait être détrôné, car il n'était qu'un enfant de basse extraction, un bâtard, même s'il était de lignée royale. Carlise ajouta que s'il laissait quelqu'un comme lui aux commandes, le pays serait condamné. Il fit face à Frode et lui ordonna de leur exposer ses plans en détail. Frode ferma les yeux et resta silencieux un instant. Le duc Styride fut aperçu reculant. Quand Frode ouvrit les yeux, il s'avança et dit qu'il y avait quelque chose qu'il voulait qu'il fasse en premier lieu. Il leur demanda de bien vouloir mourir, lança son sortilège magique sur eux et les massacra tous, même ceux qui tentaient de s'échapper par la porte. Maintenant, Frode était seul avec son père, qui était déjà assis par terre, et lui dit qu'il avait anticipé un tel jour depuis qu'il était venu à lui. Il parla de la façon dont les membres de la maison Frode avaient péri les uns après les autres, puis il avoua qu'il les avait tous tués. Il lança de nouveau son sortilège magique sur son père, et celui-ci fut également massacré. Frode tua toute la noblesse de la nation, à l'exception du duc Styride qui l'épargna. Frode remercia le duc pour sa coopération, mais il lui rappela de ne pas le trahir, et le duc jura de ne jamais le trahir. De manière inattendue, le duc Styride fut étranglé par un sortilège magique venant de derrière, et il s'effondra. Frode, qui le soutenait, se retourna pour voir ce qui s'était passé. Puis il vit un étrange individu debout. Frode demanda à cet homme étrange qui il était et comment il avait pu survivre à son sortilège magique. L'homme ne se présenta pas. Étonnamment, il portait la même bague que Frode et une arme similaire à celle de Frode. Il promit qu'il allait prendre la bague de Frode, puis le duel commença entre ces deux-là. Il y eut des éclairs et du tonnerre, et tout trembla alors qu'ils lançaient leur sortilège magique l'un contre l'autre. Cet homme étrange sortit un cristal et le lança sur Frode. Il réussit à s'échapper, laissant Frode derrière lui dans la salle close. Frode était impuissant car son pouvoir s'était affaibli. Heureusement pour Frode, Klaus vint à son secours juste à temps, il lui tint la main et ils s'enfuirent tous deux de la salle. Une flamme bleue les poursuivit, mais Klaus l'arrêta. Tout le bâtiment s'effondra, mais ils survécurent tous les deux. Quand ils furent certains d'être sauvés, Klaus s'assit par terre. Frode demanda pourquoi il était venu et il répondit qu'il était venu sur ordre de Sion. Il demanda pourquoi il était venu seul, il lui dit qu'il était venu avec des soldats mais qu'il était arrivé avant eux. Klaus dit que la façon dont Frode menait ses affaires en secret était assez agaçante, au point qu'il avait envie de lui donner un coup de poing. Frode le remercia de l'avoir sauvé, car il aurait pu mourir s'il n'était pas venu à son secours à ce moment-là. Cloth lui demanda ce qu'était cette flamme bleue. Il lui répondit qu'il ne le savait pas non plus, mais qu'il semblait que leur guerre avait déjà commencé. Un soldat vint rapporter au roi que Cloth et Frode se dirigeaient vers le château. Il le congédia et le soldat partit. Soudain, des bêtes de foudre voulurent attaquer le roi, mais Luciléris, le frère de Ferris, arriva par derrière et s'en occupa. Puis, elle disparut. Le roi demanda s'il devait la capturer, mais Lucile dit que le roi devait décider.
Le roi suggéra de la laisser. Lucile informa le roi qu'une ère de bouleversement approchait, mais il croyait que le pays survivrait avec un roi comme lui. Lucile jura qu'il le tuerait s'il ne pouvait pas protéger le pays et qu'il couronnerait un nouveau roi, plus compétent. Sui et sa sœur Ku vinrent rendre visite au roi de l'empire de Runa. Ils tuèrent tous ses gardes. Puis ils lui proposèrent de s'allier à leur empire, l'empire de Gastark. Sui révéla comment le roi de Runa s'était allié au duc Styride pour renverser l'actuel roi de Roland, mais il l'informa que leur compagnon avait tué le duc Styride. Il dit au roi qu'il lui laisserait le temps d'y réfléchir et qu'ils attendraient sa réponse. Ku rappela à Sui qu'il se dirigerait vers la ville de Regi pour trouver un enfant porteur d'un stigma alpha. Les chevaliers magiques de Runa poursuivaient Rainer et Ferris, ils avaient Arua dans la calèche. René les arrêta avec son sortilège magique. René avait décidé d'aller chercher Coucou, la fille qui les avait suppliés de sauver Arua, puis de les emmener tous les deux hors de la ville de Regit, vers un endroit où ils pourraient vivre en paix. Frode avait tué tous les nobles du pays, y compris Carlis, son propre père. Il rencontra son homologue qui possédait la même arme que lui, et il le combattit sérieusement, presque jusqu'à la mort, mais il fut sauvé par Klaus. René et Ferris avaient Arua, un porteur de stigma alpha, avec eux, et ils étaient poursuivis par les chevaliers magiques de Runa sur leur chemin vers la ville de Regi. René avait décidé qu'il emmènerait Arua et Coucou, la fille qui les avait suppliés de sauver Arua, vers un endroit où ils pourraient vivre en paix. Le roi Sion fut attaqué dans son palais par des bêtes de foudre, mais Lucile s'en occupa. Sui et sa sœur rendirent visite au roi de Runa et lui proposèrent de s'allier à leur empire, Gastark. Sui et sa sœur Ku étaient également en route pour Rajit afin de trouver un enfant porteur d'un stigma alpha. Il y a 4 ans dans la ville du château royal Kéfer, qui n'avait alors que 13 ans, était avec sa sœur aînée Naya et sa petite sœur Lemiel au marché. Sa petite sœur leur offrit des douceurs et Naya lui caressa la tête. Soudain, l'armée de Roland les confronta et affirma qu'elles étaient un groupe d'espions d'Estébule. Naya ordonna rapidement à Kéfer de prendre Lemiel et de s'enfuir. L'un des soldats lança un sortilège magique, et tout devint sombre. Kéfer tomba en chemin et sa sœur lui demanda de se dépêcher de quitter les lieux. Naya lança également son sortilège magique, mais les soldats étaient trop nombreux pour qu'elle puisse les vaincre. Kéfer continua de courir avec Lemiel et elles atteignirent un endroit sûr où elles se reposèrent. Lemiel demanda à Kéfer si Naya irait bien, Kéfer l'assura qu'elle la retrouverait à la frontière. Soudain, les soldats apparurent devant elle, et l'un d'eux portait la tête de Naya, leur sœur aînée, et il la leur montra pour leur faire savoir que Naya était morte. Kéfer et Lemiel pleurèrent amèrement. Le soldat frappa la tête de Kéfer contre le mur et l'autre tint Lemiel par le cou. Kéfer les supplia de libérer Lemiel et promit qu'elle ferait tout ce qu'il lui demanderait. Un noble de Roland entra et la traita d'espionne maudite d'Estébule. Il lui demanda si elle allait trahir son pays. 2 ans auparavant, Kiefer fut aperçue à l'Académie militaire royale spéciale de Roland. Elle observait Rainer dormir, et elle l'admirait. Elle se dit alors qu'elle n'avait aucun droit de l'admirer, puisqu'elle allait le trahir. Rainer se réveilla, bâilla et s'étira. Kiefer lui dit qu'il dormait trop. René et Ferris arrivèrent sur le territoire de l'Empire de Runa. René se plaignit d'avoir sommeil, mais Ferris le frappa et lui dit de dormir. La conduite était strictement interdite, derrière, voyant qu'Arua dormait encore. Dans le village impérial de Stolfoy à l'époque de la guerre, Kéfer était une soldate. Son capitaine lui demanda de s'enfuir, mais elle lui dit qu'il y avait encore des gens ordinaires qu'elle voulait sauver. Le capitaine lui demanda d'oublier cela, que l'armée de Gastark serait bientôt là. La nation militaire de Stol se vante de posséder la plus grande force du continent de Ménoris. Kéfer vit des éclairs de flèches venant du ciel se dirigeant vers 2 enfants cachés dans un endroit. Elle les couvrit afin qu'ils ne soient pas blessés. De nouveau, d'autres éclairs de flèches leur furent envoyés. Kéfer se rappela comment elle était avec Rainer à l'Académie de Roland et comment elle l'avait embrassé en prison, puis elle décida qu'elle ne mourrait pas. Elle lança son sortilège magique, mais la foudre le dévia. Quelqu'un apparut soudainement et annula la foudre. C'était le roi de Gastark, Rifladeya. Il l'interrogea sur sa présence dans un village déjà abandonné par les Stols. Kéfer dit qu'elle détestait la guerre. Le roi se demanda pourquoi une soldate détesterait la guerre. Il dit qu'il détestait la guerre aussi, et il dit à Kéfer de regarder, car il allait lui montrer une ouverture. 2 soldats vinrent informer le roi que les préparatifs étaient en ordre. Le roi s'avança et dit qu'il détestait la guerre, le sang, les larmes et toutes les choses tristes. Mais tant que les nations existeraient, il y aurait toujours la guerre. Cependant, il cherchait toujours des moyens de réduire les pertes. Il dit qu'il sauverait tout le continent de Ménoris et éliminerait la guerre. C'était son rêve. Kiefer se demanda ce qu'il voulait dire par là. Il leva son épée et il y eut une grande flamme. Une voix fut entendue de la flamme. Ce roi fit un contrat avec la voix. Il dit à la voix de prendre son œil gauche en échange de pouvoir, et la voix accepta. On lui donna un grand pouvoir qui pouvait détruire la terre. Les soldats de Stotel furent attaqués, et beaucoup d'entre eux moururent. Comme il l'avait offert, son œil gauche fut pris. Il envoya ensuite ses soldats pour transmettre son message à Stol. S'il ne voulait pas une autre attaque de ce genre, il ferait mieux de se rendre. Son œil fut utilisé en échange de l'utilisation de l'épée sacrée Gluvel. Les soldats dirent à Kéfer que le roi avait déjà offert son odorat et sa jambe droite en sacrifice. Le roi Rifal dit que sacrifier ses yeux était un petit prix à payer comparé aux nombreuses vies qui seraient perdues si la guerre continuait. Le roi invita Kéfer à le rejoindre si elle souhaitait sauver des vies. Kéfer répondit qu'elle le rejoindrait un jour, mais pas à ce moment-là. Le roi Sion confia une mission à Klauf. Ils devaient se rendre à Estébule pour réformer leur armée et l'intégrer à l'armée de Roland.
Clough refusa car il semblait qu'il voulait profiter de la princesse No. La princesse avait surpris leur conversation, elle entra et demanda au roi si cela serait également bénéfique pour son pays. Le roi clarifia que les deux nations étaient maintenant ses citoyens, et que cela devait être fait pour éviter de les combattre à nouveau. Le roi se remémora qu'il avait une amie lorsqu'il était encore à l'académie de Roland. Son nom était Kiefer. Kiefer les avait trahis en tant qu'espionne d'Estebul et beaucoup d'entre eux étaient morts. Il ajouta que Kiefer était toujours sa chère amie malgré sa trahison, car il comprenait qu'elle était dans une situation désespérée. Sa sœur aînée avait été tuée par Roland et sa petite sœur avait été prise en otage. Elle fut forcée de devenir un agent double. Le roi dit qu'elle avait sans doute crié à l'aide dans son cœur de nombreuses fois, mais qu'il ne l'avait jamais remarqué. Le roi jura que tant qu'il serait roi, il n'y aurait plus de guerre entre Roland et Estebul. Il demanda à la princesse de l'aider et elle accepta de faire tout ce qui était en son pouvoir. Frode informa le roi qu'il se rendrait bientôt à l'empire de Runa, car il semblait que le duc Styrid avait eu des contacts avec la noblesse de Runa pour assassiner le roi. Il voulait donc y aller pour vérifier les faits. René et Ferris étaient dans l'empire de Runa, dans la ville de Regie, pour secourir Coucou. Ils se cachèrent derrière les herbes pour cibler un bâtiment entouré de soldats. Ferris et Rainer attaquèrent les soldats par surprise. L'un des soldats se releva et fut attaqué par derrière, puis Sui et Q apparurent. Ils furent surpris de se revoir. Sui dit qu'ils étaient très intéressés par Rainer, le porteur d'un stigma alpha unique, différent des autres stigmas alpha. Il ajouta qu'ils étaient aussi là pour Arua, le garçon qu'ils avaient caché. Ces quatre-là recommencèrent à se battre. Pendant ce temps, l'armée de Runa s'approcha d'eux. Rainer et Ferris décidèrent alors de se séparer. Alors que Rainer partait, Sui lui dit que Coucou, la fille qu'il cherchait, était enfermée dans un manoir noble. Il devait donc s'y retrouver. Frode était à l'empire du roi de Runa, mais le roi était absent. La princesse dit que son père était actuellement malade et avait quitté le pays pour sa convalescence. Frode réalisa alors que le roi de Runa avait trahi son alliance avec Roland et s'était allié à Gastark. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas le rencontrer. De plus, le responsable du complot visant à assassiner le roi de Roland était le roi de Runa lui-même. Alors il décida qu'il défierait également Gastark. René était toujours avec Arua, il commença à s'inquiéter quand il ne vit pas Ferris arriver. Il se souvenait comment Sui avait tenté de cristalliser son stigma alpha. Il avait ensuite l'intention de cristalliser le stigma alpha d'Arua avant de commencer à blesser des gens. Arua se réveilla et s'enfuit de la calèche car il ne savait pas qui était Rainer. Arua se rappela comment ses parents avaient été tués et il pleura amèrement. Il s'accusa que ses parents étaient morts à cause de lui. René lui demanda de partir s'il le voulait et s'il pouvait être sauvé ainsi. Il se qualifia de monstre que tout le monde voulait tuer. René lui montra ses yeux afin qu'il sache qu'il était aussi un porteur de stigma alpha. Il révéla à quel point il aurait souhaité mourir à ce moment-là, car son existence blessait les gens qu'il aimait. Mais à la longue, il y eut des personnes qui lui dirent de rester en vie, comme le roi Sion Kéfir et dernièrement Ferus, qui le taquinait toujours et l'appelait son valet. Alors il commença à penser, être yaté, il a un sens à son existence et c'est bien de vivre. Arua dit qu'il n'avait personne qui souhaitait qu'il vive. René lui rappela ce que son père avait dit quand il était sur le point de mourir, et que quelqu'un l'attendait, la jeune fille qui lui avait demandé de la sauver Coucou, et elle est apparemment retenue captive comme appât pour l'attirer. Arua décida qu'il allait sauver Coucou. Ferus arriva alors. René et Ferus entrèrent dans un grand bâtiment. Ils rencontrèrent Sui et Ku dans le bâtiment où ils retenaient Coucou en otage pour attirer Arua. Sui dit à Rainer de leur offrir son stigma alpha et celui d'Arua de plein gré pour le bien de leur patrie, Gastark. Sui leur dit que le monde entier finirait par appartenir à Gastark, puisqu'ils avaient un excellent roi. René répondit que puisqu'ils tuaient des gens pour posséder des reliques de héros et n'acceptaient pas les porteurs de stigma alpha dans leur pays, ils ne croiraient pas à leur bonté. Les quatre recommencèrent à se battre, cette fois ce fut un combat difficile. Sui et Q utilisèrent les reliques de héros comme armes. Arua attaqua de l'extérieur puis rejoignit Rainer et Ferus. Q sortit également avec Coucou, leur otage. Sui dit qu'ils allaient la tuer puisqu'ils ne pouvaient pas gagner contre eux. Ils tueraient Coucou et détruiraient le sens de l'identité d'Arua. René se précipita vers lui pour sauver Coucou, mais avant qu'il n'arrive, quelqu'un avait déjà attaqué Sui et il était gravement blessé, distrait, et Ferus délivra rapidement Coucou d'elle. Frode fut vu entrant dans le bâtiment. Il ramassa les reliques de l'épée de héros qui étaient tombées de Sui. Sui demanda à Q de le laisser et de s'enfuir. Frode demanda s'ils étaient ceux qui instiguaient l'action de Runa. Il voulut attaquer Sui de nouveau, mais Rainer l'arrêta. Cela surprit Sui que Rainer puisse les aider. Sui s'envola avec Q. Frode dit à Rainer et Ferus qu'ils savaient qu'ils venaient tous deux de Roland en écoutant leur conversation. Alors pourquoi protège-t-il les gens de Gastark? Rainer lui répondit qu'il ne pouvait pas continuer à éliminer des gens. Frode se demanda ce que le roi complotait en gardant un porteur de stigma alpha et en cherchant des reliques de héros. Puis il s'éloigna. Rainer et Ferus purent finalement sauver Coucou et Arua. Rainer envoya Coucou et Arua à Roland. Le roi Seon était inquiet car l'Empire Runa agissait étrangement, et il se murmurait qu'il y avait des signes d'une révolution prête à éclater à Nelpha. Il dit que si les choses restaient ainsi, le conflit deviendrait inévitable, même si personne ne le voulait. Frode rapporta au roi que Runa s'était allié à Gastark, bien que non officiellement. Il confirma également qu'il s'était uni au duc Styrid pour comploter l'assassinat du roi. Il ajouta qu'il n'avait pas pu rencontrer le roi de Runa. Le roi s'était caché car il était menacé par les messagers de Gastark.
Il reçut également des informations selon lesquelles les Gastark utilisaient une magie étrange. Le roi pensa qu'il devait avoir découvert les reliques de héros aussi, et cela poserait un grand désastre si tous les pays utilisaient des reliques s'arment les uns contre les autres. Le roi Sohan relut le rapport de Rainer. Il dit qu'il créerait le monde que Rainer désirait même sans les reliques de héros, car c'était la raison pour laquelle il était devenu roi. Le roi brisa la table, et la dame qui nettoyait fut effrayée. Il s'excusa d'avoir effrayé la dame. La dame lui dit que dans sa ville natale, ils souffraient toujours, leur seigneur les traitait mal, et ils étaient lourdement taxés. Elle ajouta que le roi les avait bien traités, et elle était vraiment heureuse de travailler avec lui. Ranir et Ferrus retournèrent à l'empire de Roland. Ils dirent qu'ils allaient tuer Sion pour leur avoir donné une tâche si fastidieuse. Le capitaine Calad et son escadron coururent après eux, et Calad eut réellement peur quand il entendit Rainer dire qu'il voulait tuer le roi. Alors qu'ils se dirigeaient vers le roi Sion, ils avancèrent et continuèrent à discuter de leur plan pour tuer Sion. Le capitaine Calad et son escadron continuèrent de suivre Rainer et Ferrus. Clof entra et les vit. Il demanda ce qu'il faisait, et Luc, un membre de l'escadron, s'approcha de lui. Il se connaissait un peu de l'armée. Luc demanda pourquoi Clof n'était pas à Estébule comme l'avait ordonné le roi. Klaus lui dit qu'il y était avant, mais il y avait des rumeurs selon lesquelles quelqu'un essayait d'assassiner Sion à nouveau. Alors il avait dû revenir vérifier. Calod eut peur en sachant que Rainer et Ferrus prévoyaient de tuer le roi. Elle s'excusa pour aller aux toilettes, mais courut ensuite après Rainer et Ferrus. Le capitaine Calad continua de courir jusqu'à ce qu'elle les rattrape presque. Elle appela Rainer, mais Rainer cria qu'elle se baisse. Calad le fit rapidement. Rainer lança son sort magique sur le groupe d'hommes qui venaient derrière elle, et l'un d'eux mourut. Ferrus se précipita pour tuer les deux restants. René pensa qu'ils devaient être les assassins envoyés pour tuer Sionan. Khalid demanda s'il ne prévoyait pas vraiment de tuer le roi. Khalid réalisa alors qu'il n'était pas sérieux. C'était vraiment une blague coûteuse, et cela mit Khalid en colère qu'elle ait failli lui lancer son sort. René s'enfuit, le roi entra dans sa chambre et un dictionnaire lui tomba dessus. Il ramassa le dictionnaire et trouva Rainer dormant sur son lit. Il dormait profondément et ronflait. Sian lui jeta le dictionnaire au visage, et il se réveilla en colère, demandant si Sian voulait le tuer. Il dit qu'il voulait le tuer aussi. René dit qu'il avait placé le dictionnaire à la porte pour qu'il puisse le tuer quand il voudrait entrer. Cela fit rire Sion sérieusement. Qui tua un homme avec un dictionnaire? Les deux continuèrent à plaisanter et à jouer ensemble. Frohout mit également la main sur le rapport de Rainer. Après l'avoir lu, il conclut que le rapport pourrait briser le roi. Alors, il décida qu'il éliminerait Rainer. Le roi Sion vint dire à Rainer que lui et Ferrus l'escorteraient à Estébule. René lui demanda de trouver d'autres personnes pour l'escorter, mais Sion lui dit qu'il lui faisait confiance, à lui et à Ferrus, plus que tout. Le roi le menaça que s'il ne le suivait pas, il le ferait faire quelque chose qu'il détestait. Le roi lui dit qu'Arua et Coucou avaient été envoyés à la maison d'Eris, afin qu'ils soient sauvés. René sauta rapidement du lit et dit qu'il allait rendre visite à Arua. Arua et Coucou furent très heureux quand ils virent Rainer. Iris et Ferris les rejoignirent également et ils taquinèrent Rainer ensemble. René informa Ferris qu'ils escorteraient le roi à Estébule. Ferris suggéra qu'ils retournent à leur recherche de reliques de héros plutôt que d'escorter Sion car il allait les épuiser jusqu'à l'os. Ils convinrent de se retrouver devant le magasin de Dango. René retournait au palais quand le capitaine Calod l'arrêta. Elle lui donna une invitation pour son anniversaire. Elle dit que tout le monde dans son escadron organiserait une fête d'anniversaire pour elle, alors elle voulait qu'il vienne. René se rappela qu'il partait avec Ferris le lendemain. Elle lui dit que Luc ferait toute la cuisine et que c'était lui qui avait fait les invitations écrites. Elle dit qu'elle ne se souvenait pas de son vrai anniversaire, mais Luc et d'autres suggérèrent qu'il pourrait prendre le jour où l'escadron fut formé pour la première fois et en faire son anniversaire. Elle lui dit de s'assurer qu'il vienne à la fête. Khaled était heureuse d'avoir pu donner l'invitation à Rainer. Malheureusement, elle rencontra Frode en chemin. Quand Rainer arriva dans sa chambre, il lut les invitations écrites. Dans le contenu, il était écrit que si le porteur de Stigma Alpha Rainer devenait incontrôlable en dehors du pays, il devrait être éliminé immédiatement. La lettre était signée et scellée par le roi Sion. Rainer retomba sur son lit et il dit que Sion avait raison. Tôt le lendemain matin, Rainer quitta sa chambre sans que personne ne le sache. Ferris attendit Rainer au magasin de Dango le lendemain matin, mais il ne se présenta pas. Elle alla dans sa chambre pour vérifier s'il avait dormi, mais il n'était pas là. Un homme vint informer Luke que le capitaine Calad n'était pas dans sa chambre, et il ne semblait pas qu'elle soit revenue dans sa chambre depuis hier. Ils devinrent inquiets car ils avaient déjà préparé la fête d'anniversaire. Luke suggéra qu'elle pourrait être avec Rainer. Ferrus fit irruption dans la cour du roi Sion. La secrétaire de Sion tenta de l'arrêter, mais Sion lui demanda de la laisser, disant qu'elle était sa connaissance. Sion demanda ce qui n'allait pas, et elle répondit que Rainer avait disparu. Le roi devint inquiet et ils se demandèrent où il pouvait être. Le roi reçut un rapport de Klauf à Estébule. Un porteur de Stigma Alpha était apparu à Estébule, et il avait causé une quantité considérable de danger. Claude fut également capable de rassembler les forces de Roland et d'Estébule et partit pour maîtriser la menace. Ferris pensa que le porteur de Stigma Alpha qu'ils avaient signalé était Rainer, puisqu'il était introuvable. Le roi lui dit que c'était impossible, puisque la disparition de Rainer datait de ce matin-là. Le roi leur ordonna de sécuriser le porteur de Stigma Alpha sans qu'il ne meure. Il confia la recherche de Rainer à Ferris. Claude fut conduit à l'endroit où le porteur de Stigma Alpha apparaissait habituellement à Estébule. Ils lui dirent qu'il apparaissait de temps en temps sur leur territoire et qu'il attaquait leurs citoyens. Il avait les cheveux noirs et portait toujours des vêtements noirs. Et pire encore, ce monstre au Stigma Alpha consommait les gens.
Kiefer était dans la bibliothèque de Gastark, étudiant un livre. Elle lut que Grenslade était la capitale de la ville la plus forte, Gastark. C'était une petite ville, mais la capitale de la soi-disant nation la plus puissante du continent Nord, celle qui avait vaincu Stoll Impérial. En plus de cela, des monstres qui dévorent les gens, des créatures qui répandent la destruction partout, des descendants de héros. Cet endroit est rempli de récits de mythes et de légendes. Ce monde a des gens avec des pouvoirs spéciaux appelés yeux magiques. Ces personnes portent différents symboles respectifs selon leurs capacités. Ebercrypt, qui est censé regarder les rêves des gens, Lino Dao, qui est censé dévorer la vie des gens, et le Stigma Alpha, qui est censé analyser et comprendre toute la magie. Torch Curse et Wilhelm aussi, quand les porteurs de Stigma Alpha naissent, ils ne sont pas différents des enfants humains. On dit que leurs yeux peuvent voir clairement la vérité du monde, simplement en regardant, ils lisent les structures qui se répandent dans l'atmosphère et comprennent instantanément le pouvoir magique. Il y a des cas où quelque chose les pousse à devenir incontrôlables. Ils cherchent la vérité, l'effacement de toute structure. Une fois qu'un porteur de Stigma Alpha devient incontrôlable, il n'y a plus de retour pour eux. Le roi de Gastark, Rif al-Adaya, vint la voir. Il lui dit qu'il était tombé amoureux d'elle et qu'elle pouvait donc l'utiliser, lui et son pays, à son avantage, puisqu'ils avaient des choses qu'elle voulait savoir. Il promit qu'il la ramènerait un jour. Le porteur de Stigma Alpha trouvé à Estébule avait tué presque tous les villageois. Clof y fut emmené, et il le vit consommer un corps humain entier. Clof ordonna à ses soldats de préparer une magie à grande échelle et de l'attaquer. Étrangement, la magie n'eut aucun effet sur lui. Il vola au milieu des soldats et en consomma un. Il leur ordonna de l'attaquer à nouveau, mais il ne sentit toujours rien, tuant plutôt l'un d'eux encore. Clof lui-même l'attaqua alors. Encore une fois, il resta fort. Il continua de l'attaquer mais rien ne lui arriva. Les chevaliers magiques d'Estébule l'attaquèrent aussi mais il consomma tout leur pouvoir, il s'envola et se tint au sommet d'un arbre. À leur insu, il avait pris le doigt cramoisi de Clauf. Quand ils le virent, ils furent choqués et Clauf lui-même fut choqué, il avait subi une blessure à cette main. Il attaqua de nouveau les soldats et en massacra un bon nombre. Clof dit qu'il n'abandonnerait pas et qu'il devait continuer à se battre, mais l'un des soldats d'Estable l'emporta rapidement, voyant qu'il ne s'arrêterait pas. Alors les soldats se retirèrent. Luke était toujours à la recherche du capitaine Kalod. Dans son esprit, il pensa qu'il avait eu tort de montrer la directive à Rainer. La directive avait été donnée à Rainer sous forme d'invitation écrite pour l'anniversaire de Kalad, alors il pensa que Rainer devait s'être enfui avec elle puisqu'ils étaient tous deux portés disparus. Soudain, il perçut qu'un groupe de personnes se cachait aux alentours. Il leur demanda de se montrer et ils sortirent. Ils lui dirent qu'ils avaient le capitaine Kalad dans leur garde et qu'ils aimeraient qu'il vienne avec eux. Ils menacèrent de tuer le capitaine Kalad s'il ne venait pas avec eux. Luke utilisa le piège magique sur eux et il expliqua qu'il devait avoir été envoyé par Fro. En effet, Frode sortit de nulle part. Luke demanda où était le capitaine Kalad, mais il lui dit qu'il avait une faveur à lui demander d'abord. Il dit qu'il serait prêt à ce qu'il suive l'ordre du roi de tuer Rainer. Luke lui dit que cela ne le regardait pas. Frode l'attaqua, mais il le piégea avec son sort magique. René fut vu dans un endroit isolé où personne d'autre n'était. Il mangeait du dango. Puis il se souvint de Ferrus et supposa qu'elle devait être furieuse. Un soldat vint rapporter au roi Seong que le porteur de Stigma Alpha avait vaincu le maréchal Clos. Le roi fut choqué, pensant qu'il était mort. Il ajouta qu'il s'en était sorti de justesse et qu'il avait subi de très graves blessures. La princesse No fut également troublée en l'entendant. La princesse était vraiment triste de ne plus voir Rainer. Sa sœur Iris tenta de la réconforter avec du dango, mais elle n'était pas intéressée. Elle se souvint comment elle avait pu le sauver quand il s'était transformé en monstre et d'autres fois qu'ils avaient passé ensemble. Elle dit que sa poitrine lui faisait mal. Son frère fut vu derrière elle. Elle lui demanda depuis combien de temps il était là et il lui dit qu'il l'avait toujours regardé depuis qu'elle était enfant. Elle lui demanda s'il savait quelque chose sur la disparition de Rainer. Son frère lui répondit qu'il l'avait seulement averti une fois de ne pas faire de passe à sa jeune sœur. Il dit que la peur qu'elle parte pour un endroit lointain le rendait solitaire. Soudain, il lui dit qu'un visiteur était là. Ferrus regarda en arrière, et quand elle regarda de nouveau dans la direction de son frère, il avait disparu. Ezina, la secrétaire du roi Sion, se précipita et dit à Ferrus qu'ils avaient appris où se trouvait Rainer. Elle lui dit qu'il était sur le territoire d'Estébule, près de l'ancienne frontière d'Estébule. À l'intérieur de la tour, Cloth était alité, la princesse No se pencha à ses côtés, et elle pleurait. Cloth lui demanda d'arrêter de pleurer puisqu'il n'était pas mort. Cloth dit que la prochaine fois qu'il rencontrerait le monstre, il le tuerait sûrement. Cloth souffrait réellement beaucoup. Le roi sortit et s'adressa à l'armée. L'un des soldats lui demanda comment il comptait gérer le monstre maintenant. Le roi dit qu'il avait un plan, qu'il prendrait l'avant-garde. Il dit que tant que Roland l'aurait, aucun monstre n'aurait le dessus. L'esprit de guerre des soldats fut ravivé. À l'ancienne ligne d'Estabolt, Rainer était avec une carte. Il ne mangeait pas la nourriture qu'on lui servait, il se demandait ce qu'il allait faire. Une vieille dame vint lui demander s'il était en voyage et il répondit oui. Elle lui dit qu'il y avait beaucoup de sources chaudes et de délicieux plats dans la région, et qu'il y avait aussi beaucoup de nouveaux magasins qui ouvraient. La femme ajouta que le roi Sion avait rendu tout paisible. René fut surpris quand il vit Ferrus entrer dans l'auberge. Ferrus sortit son épée et commença à combattre Rainer. Tout le monde dans l'auberge se précipita dehors, et elle détruisit tout. René dit à Ferris qu'elle devait être une autre élite destinée à le tuer. Ferris ne put comprendre ce qu'il voulait dire. Elle lui demanda encore et encore, mais il ne répondit pas.
Le porteur de stigma alpha aux cheveux noirs entra et sourit à Reiner, disant qu'il l'avait trouvé. Le monstre continua de fixer Reiner et dit que tout ce que Laffer avait dit de lui était juste. Il s'approcha d'eux, et ils commencèrent à se battre. Le monstre s'empara des deux. Pendant ce temps, il se présenta comme Tyr Rumibol, un porteur des yeux divins, l'Inodo. Il dit qu'il était venu pour Reiner. Il dit que son ami avait appris son existence dans un rêve et avait vu comment son cœur était blessé et pleurait. Soudain, une flèche lui transperça le dos. René et Ferris se précipitèrent dehors, d'innombrables flèches furent tirées vers le bâtiment. Terre, le monstre sortit. Il fut frappé de nombreuses flèches. Il sauta férocement sur l'un des soldats et il le massacra. T.E. appela Reiner son ami, et tout le monde fut surpris. Il fit également savoir à tous qu'il était un porteur de stigma alpha. Tout le monde l'appelait monstre. Tyr tenta d'être amical avec Reiner, mais le roi lui dit que Reiner n'était pas comme lui. Tyr demanda à Reiner de venir avec lui. Ferris lui demanda de ne pas écouter Tyr. Il continua de persuader Reiner de le suivre, disant qu'il avait beaucoup d'amis. René dit à Sion qu'il avait essayé pour lui, et il lui dit qu'il avait vu la lettre donnée à Luc. Sion lui dit que la lettre ne signifiait pas ce qu'il en avait compris. René décida de partir avec Tyr. Ferris tenta de l'arrêter, mais ils s'envolèrent dans le ciel. Ferris semblait si triste. Le roi et les soldats jubilèrent de la victoire. Tyr et Reiner apparurent dans un endroit étrange loin au-dessus de la terre. Tyr demanda à Reiner s'il voulait revenir, mais il dit non. Reiner suivit Tyr. Le maréchal Cloth avait été vaincu par le porteur de stigma alpha, Tyr, qui était un monstre. Il avait subi de très graves blessures et était alité. René quitta l'Empire sans que personne ne sache où il se trouvait. Ferris l'attendit au magasin de Dango, mais il ne se présenta pas. Puis elle reçut l'information qu'il était à Estébul. Ferrus s'y rendit et elle le vit. Le roi Sion dut prendre l'avant-garde puisque Cloth était hors de combat. Il les mena au combat contre le monstre. Le monstre apparut au même endroit où Ferrus avait trouvé Reiner, et il les attaqua. Quand le monstre nommé Tyrumable vit que Reiner était un porteur de stigma alpha, il le persuada de venir avec lui chez lui où il avait beaucoup d'amis, et où Reiner se sentirait à sa place. René accepta de partir avec lui, et il quitta Ferrus et Sion. Il leur dit qu'ils avaient essayé de le garder toutes ces années. Ferris se sentit vraiment troublé quand René la quitta. À la capitale du dépôt de trésors de Gastark, Lys, l'un des messagers et guerriers du roi, rapporta au roi de Gastark, Riflidea, que tous les porteurs dieux magiques à travers le continent se rassemblaient, et il semblait qu'ils formaient un mouvement anti-Stark. Kiefer entra et dit qu'elle y avait vu de jolis bijoux qui avaient attiré son regard. Le roi lui dit que les bijoux là-bas ne lui iraient pas bien. Il promit de lui acheter tout ce qu'elle aimerait si cela ne la dérangeait pas. Kiefer dit qu'elle n'avait aucune raison d'accepter quoi que ce soit de lui, puis elle s'éloigna. René marchait derrière Tyr. À un moment donné, il attendit et regarda derrière lui. Tyr demanda s'il avait des doutes, mais il dit non. Il lui expliqua qu'il n'était pas humain mais porteur dieu magique. Il lui dit qu'il devait comprendre qu'il ne pouvait pas coexister avec les humains quoi qu'il arrive, et qu'il n'avait pas besoin de s'en tourmenter car leurs amis les attendaient. René regarda de nouveau derrière lui. Ferris était toujours en colère à cause de la disparition de Reiner. Elle ne pouvait même pas prendre son dango sucré préféré. Elle se souvint des moments qu'ils avaient passés ensemble à chercher des reliques de héros. Puis elle murmura que c'était ennuyeux d'être seule. Elle se souvenait du départ de Reiner avec Tyr et comment Tyr avait parlé de retrouver leurs amis. Ferrus se demandait si elle n'était pas son amie aussi. Elle quitta la boutique de Dango, agacée, laissant ses bagages derrière elle. Les anciens interrogeaient le roi sur le fait de garder un porteur de stigma alpha dans le pays. Sachant leur potentiel destructeur, le roi expliqua que le stigma alpha était une existence détenant un pouvoir magique incroyable. À l'époque du roi précédent, Reiner avait suivi un entraînement spécial et était considéré comme le magicien le plus puissant de Roland, ce qui signifie que le stigma alpha, bien utilisé, peut être d'une grande aide militaire. Il ajouta qu'il avait nommé l'escadron de poursuite des briseurs de tabous pour surveiller ses mouvements, avec l'ordre de le tuer sur le champ s'il perdait le contrôle. Il affirma que c'était pour le bien du pays. Les anciens louèrent la sagesse du roi. Le roi de Gastark proposa aux nobles d'épouser Kéfir, mais Lys s'y opposa. Kéfir arriva magnifiquement vêtue. Elle leur demanda ce qui se passait. Celui dit qu'il refusait catégoriquement que son roi l'épouse. Kéfir, la future mariée, fut choquée de ne même pas être au courant. Mais Kéfir demanda ses vêtements. Le roi insista pour épouser Kéfer. Kéfer refusa sa proposition. Soudain, ils entendirent quelqu'un crier à l'aide de l'extérieur. Ils se précipitèrent tous dehors et trouvèrent Sui étendu au sol tandis que Ku pleurait, car il était gravement blessé. Ku fut assommé et perdit connaissance. Kéfir, en son fort intérieur, était stupéfaite de la force du pays. Ses serviteurs sacrifiaient volontiers leur vie pour leur roi, et leur roi sacrifiait son propre corps pour avancer. Sui dit au roi qu'ils avaient rencontré un homme utilisant l'anneau de la bête foudroyante, le même que celui de Frère Lair. Frère Lair était un autre guerrier de Gastark, mais il ne connaissait pas son pays d'origine. Il ajouta qu'à Roland, ils avaient un monstre nommé Reiner qui leur prêtait son pouvoir. Lee remarqua la réaction de Kiefer lorsque le nom de Reiner fut mentionné. Puis Lee dit au roi que Kiefer semblait connaître le nom de Reiner. Kiefer eut peur. René refusa de prendre le dango sucré qu'on lui servait. Tyr lui demanda s'il était difficile d'accepter qu'il n'était pas humain. Il dit à Reiner que ses propres yeux magiques étaient différents des siens. Ses yeux magiques s'appelaient l'Inodu. L'ouverture de ses yeux se produit avant la naissance, alors que l'on est encore dans le ventre de la femme humaine. Puis il y a une voix que seul le porteur peut entendre. La voix lui ordonnerait de dévorer les humains. Tyr ajouta qu'ils avaient un pouvoir bien au-delà des humains, ils devraient donc exister séparément. Pendant tout ce temps, Frère Lair, un messager de Gastark et celui qui possédait la même arme que Frood, avaient écouté leur conversation.
Cloth reçut un rapport indiquant que Reynard était un porteur de stigma alpha et que le roi Sion le tenait en laisse. Le stigma alpha de Reynard était d'un type inhabituel, car il revenait à la normale après avoir perdu le contrôle. Cloth savait quelque chose sur Rainer et il raconta que son vrai nom, son âge réel, son lieu de naissance et tout le reste était flou. À un âge présumé de 5 ans, il fut emmené dans un village de bandits où l'on découvrit qu'il avait un stigma alpha et il fut placé en détention militaire. À l'institut de formation Geirmur-Klezrol, il suivit un entraînement au combat. Puis il fut envoyé à l'institut de formation spéciale de Roland, en mars 2007. Il subit l'entraînement le plus mortel, puis fut placé dans une organisation militaire secrète de Roland. René fut surnommé le magicien le plus puissant de Roland. Sion le rencontra à l'Académie royale spéciale. René et Tyr arrivèrent au pavillon de Tyr. Un petit garçon sortit pour les accueillir, puis d'autres enfants le rejoignirent. Ils s'assirent et une fille leur servit des boissons. René fut surpris de voir les enfants. Tyr lui dit que tous les enfants portaient les yeux magiques et qu'ils étaient chassés par les humains. Tyr se remémora le moment où Frère Lair et Coup de Gastark les avaient attaqués. Tyr ne put consommer la bête foudroyante de la magie de l'heure, puis il tomba. Q lui dit de ne pas tuer Tyr afin de pouvoir voler son cristal. Lee, qui les accompagnait également, commenta que ce serait leur 76e extermination de monstres et que 38 personnes avaient été tuées. Tyr dit à Rainer que ses assaillants venaient de Gastark, et il jura de leur faire payer leur ingérence. Les enfants vinrent voir Tyr disant qu'ils avaient faim. Tyr révéla à Rainer qu'il voulait protéger les enfants et créer un monde où ils pourraient vivre avec le sourire. Les enfants vinrent rencontrer Rainer et lui demandèrent quelle technique spéciale il possédait. Il répondit qu'il possédait les siestes de l'après-midi. Les enfants commentèrent qu'il était inutile. Une dame rejoignit la scène. Les enfants l'appelèrent Lafra, à qui il dit qu'il avait effectivement trouvé Rainer à l'auberge Estèble comme elle le lui avait indiqué. Lafra expliqua à Rainer que ses propres yeux magiques, appelés Ebra Crypt, avaient la capacité de remplacer les rêves dans sa tête par ceux d'autres personnes. En gros, c'est un pouvoir qui résonne avec les rêves des gens et lui permet de voir à l'intérieur d'eux. René demanda si elle pouvait voir ses rêves aussi. Elle répondit qu'elle l'observait depuis très longtemps et qu'elle avait vu tout ce qu'il avait enduré, sa gentillesse et son désir sincère de protéger ceux qui lui étaient chers. Même s'il était un monstre, il voulait de plus en plus se mêler aux gens. Elle remarqua qu'il était spécial, et c'est pourquoi elle n'en avait parlé à personne au début. Mais elle l'avait observé attentivement pendant tout ce temps, et avait conclu qu'il serait celui qui sauverait tous les porteurs d'yeux magiques du continent qui avaient perdu foi en les humains, y compris lui. René refusa d'accepter le fait qu'ils étaient des monstres différents des humains. Il supposait qu'il devrait pouvoir s'entendre avec les humains car rien ne semblait différent du tout. Il se souvint de tout ce que les gens lui avaient dit, puis il se sentit inquiet. Quand il se souvint que Lafra lui avait dit qu'il sauverait d'autres porteurs d'yeux magiques, il se demanda ce qu'il y avait à gagner à les sauver. René remarqua quelque chose, puis sortit. René, une fois dehors, demanda à la personne cachée de sortir. Frère Lear se cachait derrière les herbes, mais Luke, de l'escadron des briseurs de tabous, fut celui qui l'affronta. Il lui dit qu'il était venu pour l'éliminer selon l'ordre du roi Sion. Le jour où Luke rencontra Frod et qu'il révéla que le capitaine Kalod était sous sa garde, fut revu. Frod avait supplié Luke d'exécuter l'ordre du roi d'éliminer Rainer. Luke refusa respectueusement. Il le prévint ensuite de ne pas toucher un cheveu du capitaine Kalod, car s'il le faisait, il le tuerait sur le champ. Frod dit qu'il avait compris, et qu'il libérerait le capitaine Kalod. Luke lui dit qu'il tiendrait sa vie entre ses mains jusqu'à ce qu'il s'assure du bien-être du capitaine Kalod. Frod demanda si l'arme que Luke tenait était une relique de héros. Il lui dit qu'il avait ramassé quelque chose que Rainer avait oublié de récupérer. L'arme ressemblait à une aiguille, et le fil pouvait s'étendre à l'infini, et était si durable qu'il ne pouvait être coupé. Frod demanda à Luke si l'existence de Rainer était vraiment nécessaire, mais il répondit que le rêve de Rainer d'un monde paisible où personne ne meurt ni ne pleure était merveilleux, mais que c'était une illusion. Retour là où se trouvaient Luke et Rainer. Luke attaqua Rainer. Il dit que Rainer n'était pas censé être aux côtés du roi. Il ajouta qu'il le tuerait selon sa propre volonté, même s'il savait que le capitaine Kalod en serait affligé. Voyant que Luke était déterminé à tuer Rainer, Frère Lair quitta sa cachette, Tyr réveilla Lafra et l'informa que quelque chose n'allait pas. Luke continua de se battre avec Rainer. Ils utilisèrent des sorts magiques l'un contre l'autre et tout devint sombre. Luke était sur le point de le frapper avec l'aiguille relique de héros, quand Ferrus vint inopinément le secourir, et elle se tint sur lui. Ferrus avait suivi Luke alors qu'il allait rencontrer Rainer. Le pavillon de Tyr explosa soudainement. Les enfants se cachèrent derrière Tyr, mais il leur dit de s'enfuir car il était déjà gravement blessé. Lear fut celui qui l'attaqua et il avait la bête foudroyante prête à l'attaquer. Tyr semblait vaincu cette fois. Ferrus et Rainer coururent vers eux, mais rencontrèrent Lafra et les enfants en chemin. Lafra était sur le point d'expliquer ce qui se passait quand une explosion soudaine éclata et la bête foudroyante les attaqua. Malheureusement, Lafra fut tué, mais les enfants s'échappèrent. L'un des enfants porteurs de stigma voulut se transformer en monstre. René tenta de l'arrêter. Puis, ils virent Frère Lair. Lear arracha le cristal de la fille avec le stigma alpha, utilisant une autre relique de héros appelée Spunkle. La fille fut frappée et mourut immédiatement. Liu demanda aux autres enfants de se transformer aussi en monstres afin qu'ils puissent leur arracher leur stigma alpha également. René ne put plus se retenir. Il se souvint du temps passé avec les enfants et de sa conversation avec Lafra. Il rassembla son sort magique et il était devenu si furieux. Il attaqua Liu, mais Liu l'attaqua avec la bête foudroyante. René abattit les bêtes avec son épée. Tyr tenta de l'attaquer par derrière, mais il leva le Spunkle contre lui et il recula.
Les yeux de Rainer étaient devenus noirs, il jura qu'il allait tuer Liu, il courut vers lui et Liu continua de lui envoyer des bêtes foudroyantes. Il les esquiva toutes. Ferrus courut au milieu de la magie et arrêta les bêtes foudroyantes avec son épée. Soudain, il y eut une explosion qui éloigna rapidement Rainer. Ferrus, avec son épée, continuait d'abattre les bêtes foudroyantes. Ferrus fut vaincu par la bête foudroyante. Elle perdit son épée et tomba au sol, perdant connaissance. Liu tenta de cristalliser le stigma alpha de Rainer, il commença soudainement à se transformer en monstre. Il se souvint comment Sui avait voulu le cristalliser à l'époque aussi, et une voix commença à résonner dans la tête de Rainer, lui disant de tout détruire, que rien n'avait d'importance. René lutta contre ce désir de tout détruire, il faillit y sombrer. Mais il continua de se battre, se souvenant de Ferris, sa partenaire, et de son désir de protéger ses proches. Soudain, le Sponkwheel dans la main de Liu se brisa, et Rainer put arrêter la cristallisation. Il ne se transforma pas en monstre, ni ne fit ce que Liu attendait. Cela étonna vraiment Liu, et il se demanda qui il était. Luke sortit le fil de l'Estelle, l'arme relique de héros qu'il avait avec lui. Luke jura qu'il allait livrer la tête de Liu à Gastark, Tyr reprit connaissance. Rainer lui dit qu'il retiendrait Liu, alors il devrait partir avec les enfants. Liu dit à Rainer qu'il existait quelque chose appelé la formule universelle, et qu'il l'utiliserait sur lui. Rainer ne sembla pas comprendre ce qu'il voulait dire, mais Liu s'éloigna simplement. Luke dit à Rainer que Ferris se réveillerait bientôt, car elle n'avait qu'une légère commotion cérébrale. Fidèle à la parole de Luke, Ferris se réveilla et ramassa son épée. Ferris dit à Rainer ce que le roi avait ressenti quand il était parti. Rainer expliqua qu'il avait dû s'enfuir parce qu'il avait peur d'être blessé ou de blesser les autres. Il décida alors de retourner à Roland et de ne plus fuir. Il informa Ferris qu'il pourrait utiliser son pouvoir de stigma alpha puisque Gastark devenait dangereux. Il supplia Ferus de le tuer s'il perdait à nouveau le contrôle. Il aimerait être tué par elle. René ouvrit la porte de la cour de Sion. Il ouvrit la bouche en voyant les piles de dossiers que Sion devait traiter. Sion dit à Rainer qu'il l'attendait depuis son retour. Sion taquina Rainer en lui disant qu'il ne dormirait pas tant que la montagne documents ne serait pas correctement traitée. Il dit à Ferus qu'elle allait aussi aider. Tous deux tentèrent de s'enfuir car ils n'étaient pas disposés à lui prêter main forte. La porte se referma d'elle-même. Sion dit qu'elle ne s'ouvrirait pas, alors il devait se mettre au travail. Le roi Sion était content que tous deux soient revenus, tandis que Frode était derrière la porte, écoutant leur conversation. Le capitaine Calad était enfin réveillé. Elle demanda où elle était, puis elle se souvint soudain de sa dernière rencontre avec Frode. Elle demanda à Luke pourquoi Frode la poursuivait. Luke l'assura que c'était fini et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Mais le capitaine Calad sentit qu'il lui cachait quelque chose. Lord Cloth décida de quitter l'hôpital afin de s'habituer à son nouveau bras. La princesse No était inquiète, pensant qu'il n'était être pas encore rétabli. Froud s'approcha du roi Sion et lui demanda s'il voulait garder Rainer en vie. Sion lui dit qu'il voulait qu'il meure de la main de Luke, mais qu'indirectement ce serait lui qui l'aurait tué. Froud lui dit que le garder en vie ne serait pas bon pour lui. Froud lui dit qu'il accepterait la punition pour avoir tué Rainer, mais le roi avait déjà décidé qu'il garderait Rainer en vie quoi qu'il arrive. Quelqu'un apparut soudainement à Rainer alors qu'il sortait de la cour. Il le poignarda avec un couteau, et Rainer tomba, l'homme étrange que Rainer rencontra sur son chemin après l'avoir poignardé. René tomba et perdit connaissance immédiatement. Lucie apparut derrière lui, et il mentionna le nom de l'homme comme étant le duc Lyril Léotolou, le fantôme qui avait échappé à la mort et enterre Roland. Lucie dit au duc Lyril que Rainer n'avait pas encore atteint le point où il était sûr pour lui de voir la porte. Lyril sortit une chaîne avec un pendentif en cristal, qui était aussi une relique de héros, appelée Sepuemos. Il la lança en l'air, et une lumière brilla autour de lui. Il lui ordonna de se briser en morceaux, puis la lumière devint plus brillante. Lucille disparut et Lyril emporta Rainer. Ferus, le roi et Frode observaient également cet événement. Un flashback sur la première rencontre de Sion avec Lucie et Eris, alors qu'il n'était pas encore roi, fut révélé. Lucie demanda à Sion de le suivre et ils entrèrent dans une certaine pièce. Soudain, l'esprit de Sion était contrôlé. Il dit qu'il tuerait quiconque s'opposerait à lui, et pour cela il accepterait n'importe quoi, même le diable. Lucille, en entendant cela, affirma que Sion pouvait désormais devenir son maître. Et maître de son épée, il ouvrit une autre porte et là il rencontra une autre personne qui lui ressemblait exactement. L'esprit de Sion fut divisé en deux. L'un était contrôlé par Sion tandis que l'autre par les ténèbres, lui demandant de détruire le monde. Ferus voyagea dans les airs pour aller rencontrer le duc Lyril qui avait Rainer avec lui. Ferus l'arrêta et lui demanda ce qu'il avait fait à Rainer. Lyril déposa Rainer, confronté par Ferus, elle le tua, mais étrangement il se dissout et réapparut derrière elle. Lyril dit qu'il avait tué Rainer en le poignardant à la poitrine avec un couteau. En entendant cela, Ferus pleura amèrement. Ferus tenta de frapper Lyril à nouveau, mais il lui donna un coup de poing dans le ventre. Ferus et Rainer gisaient impuissants sur le sol. Selon un narrateur, une expérience humaine, un robot fait comme un humain pour acquérir de la magie et pouvait combattre dans les batailles. Selon un rapport, l'un d'eux s'était enfui de l'installation d'expérimentation alors qu'il était hors de contrôle. Ces mots, un briseur de tabous qui avait été doté de magie interdite, le capitaine Calad dit que l'expérimentation humaine avait été interdite lorsque le roi Sion était monté sur le trône, l'expérience humaine l'attaqua, mais elle put se protéger. Luke lui dit qu'ils avaient reçu l'ordre de l'éliminer, et ainsi le briseur de tabous fut tué. Calad demanda si le roi était au courant. Luke lui dit que l'expérience humaine avait été menée sur les instructions du roi. Calad demanda si le roi était sain d'esprit, puis Luke lui dit qu'il se contrôlait. Il reprit l'expérience humaine parce que c'était nécessaire. Calad sut à ce moment-là qu'il lui avait caché cela en fait. René se réveilla dans une pièce et fut choqué de voir Ferus à ses côtés. Ferus se réveilla aussi. L'esprit de Sion fut à nouveau divisé.
Son esprit contrôlé par les ténèbres dit à l'autre esprit qu'il ne pourrait pas sauver Rainer, mais il insista qu'il allait le sauver quoi qu'il arrive. Quand il quitte Sette Pièce, il rencontre Lucille de Ors. Lucie lui demanda quel camp avait gagné et il sourit simplement. René et Ferris s'étaient battus et avaient saccagé la pièce où ils se trouvaient. René vit une marque sur sa poitrine et se demanda ce que c'était. Soudain, ils entendirent frapper à la porte. René et Ferris se plaignirent d'être fatigués d'édition avec les documents, ils travaillaient sans arrêt depuis 4 jours, les yeux de Rainer étaient devenus noirs par manque de sommeil. Il tomba de sa chaise et se plaignit d'être fatigué. Le roi Sion entra et leur donna une autre tâche. Le roi leur dit que son anniversaire approchait. Freud reçut un rapport indiquant qu'il y aurait un concours de questions sur la torture et la punition dans l'Empire de Roland. On disait que s'il pouvait faire comprendre la sévérité avec laquelle la nation punissait ceux qui commettaient des crimes, cela pourrait entraîner une réduction des taux de criminalité. Ce serait l'un des événements de l'anniversaire du roi. Rainer et Calad parlèrent de la célébration de l'anniversaire de Sion. Soudain, il se souvint que Calad l'avait invité à sa fête d'anniversaire quelques jours auparavant et qu'il n'y avait pas assisté. Il s'excusa d'avoir manqué son anniversaire, mais Calad était plutôt heureuse qu'il s'en soit au moins souvenu. Puis, elle expliqua que beaucoup de choses s'étaient passées et qu'elle n'avait donc pas pu organiser de fête. Il était tard, alors Calad le quitta, se sentant excité. Cloth, la princesse No et d'autres courtisans planifièrent comment rendre la célébration de l'anniversaire du roi exceptionnelle. Ils voulaient que cela ressemble à un festival. Claude demanda à la princesse No comment les festivals étaient célébrés à Istanbul. La princesse No dit « Il y avait beaucoup de feux d'artifice quand ils organisaient leur festival. » Finalement, ils décidèrent de faire des feux d'artifice l'événement principal de la journée. Klaus réfléchit à qui pourrait faire le travail. Klaus et d'autres vinrent rencontrer Rainer dans la boutique de Dango. Claude dit à Rainer qu'ils avaient un travail pour lui. Plusieurs jours plus tard, Sion était dans une calèche essayant de s'enfuir. La calèche fut attaquée puis renversée. René vint à lui et lui demanda pourquoi il s'enfuyait. Ferris vint aussi et demanda à Rainer de l'emmener et de partir. D'autres membres de la cour apparurent également. Ils s'approchèrent de lui, le portèrent et le ramenèrent au château, laissant Rainer et Ferrus derrière eux. Toute la nation s'était rassemblée devant la cour pour célébrer l'anniversaire du roi Sion. Claude s'approcha de lui et lui dit d'allumer les feux d'artifice qu'ils avaient préparés pour lui. Aslina, sa secrétaire, lui demanda de tirer un Izuchi en direction de la petite lumière sur la montagne. Sion le fit, et les feux d'artifice s'enflammèrent immédiatement. L'unité de l'escadron des briseurs de tabous célébra également l'anniversaire du capitaine Calad. Ferris arriva avec un magnifique gâteau en cadeau pour elle. Elle alluma aussi des feux d'artifice. Le capitaine Calad était très excité. Rainer avait été celui qui tirait les feux d'artifice. Sur la montagne, le roi ordonna à l'un de ses serviteurs de préparer une calèche, car il devait aller chercher quelqu'un, et il irait seul. Il commença à pleuvoir. René, qui était seul sur la montagne, décida de rentrer rapidement. Il aperçut une calèche venant dans sa direction. Le roi Sion était venu le chercher. Il entra dans la calèche, et Rainer l'apprécia. Le roi Sion lui dit qu'il voulait s'arrêter à un endroit. Sion emmena Rainer, à l'endroit où il lui avait promis qu'il deviendrait roi et changerait le monde lorsqu'ils étaient à l'Académie royale. René lui dit qu'il avait besoin de dormir car il travaillait sans arrêt depuis 10 jours. Le roi promit de lui envoyer une calèche dans les 3 prochaines heures. René objecta, disant qu'il devrait revenir après 300 heures. René lui conseilla de dormir aussi. Le roi Sion dit qu'il ne pouvait pas car il n'avait pas encore complètement changé le pays. René le traita de bourreau de travail. René s'excusa auprès de Sion de ne pas l'avoir cru lorsqu'il avait promis pour la première fois d'être roi et de changer le monde. Il pensait que ce qu'il avait dit à l'époque n'était que des rêves vides. Il lui dit que le pays avait vraiment changé, et qu'il avait créé un monde où chacun pouvait vivre avec le sourire. Sion dit que c'était un rêve vide car beaucoup de leurs amis étaient morts alors qu'il essayait de créer ce monde. René dut l'encourager à cesser de se blâmer et de se punir pour cela, et l'assura que le pays irait bien s'il prenait les choses plus calmement. Le roi Sion commença à se battre avec René sous la pluie. Ils se battirent férocement l'un contre l'autre. Selon un narrateur, le héros noir, qui avait combattu sans relâche contre le monde entier, finit par s'effondrer. Ce héros noir fut scellé loin au sud par les êtres puissants qui protégeaient le monde. Mais un autre monstre vivait dans cette région, le diable solitaire, hideux et si terriblement seul, si seul qu'il faillit en mourir. Il demanda à un humain de lui céder son corps, et celui-ci s'exécuta. Le diable, appelé toutes les formules, fut divisé en celui qui résout toutes les formules et ceux qui tissent toutes les formules, et le héros dévora sur le champ ceux qui tissent toutes les formules le héros brisa le monde. Puis le brisa encore davantage jusqu'à atteindre finalement le noyau du monde, où il découvrit les ténèbres et l'enfer. Il appela à l'aide, puis il dit au diable qu'il pouvait utiliser le reste de son corps. Le diable solitaire empruntait les corps des héros qui siégeaient sur le trône, et Sion luttait avec acharnement contre cela, car il voulait toujours le pousser à agir contre sa propre volonté. Personne ne le savait, à l'exception de Lucie de la maison d'Eris. Rainer se demandait pourquoi Sion le combattait. Sion pleurait, mais il ne pouvait s'en empêcher, car le diable avait pris le contrôle de son corps. René lui demanda s'il allait le tuer, et il répondit oui. René lui dit qu'il ne le laisserait pas le tuer, car il avait déjà décidé qu'il le tuerait, et c'était Ferrus, mais il ajouta qu'il considérait toujours Sion comme son meilleur ami. Les expériences humaines sortirent de l'Underground et commencèrent à combattre Rainer. René ne pouvait pas croire que Sion avait planifié de telles choses pendant tout ce temps sans qu'il ne le sache. Sion lui dit qu'il était nécessaire pour lui de les avoir créées. René réalisa alors que Sion avait été submergé par les ténèbres et avait perdu le contrôle de lui-même. Sion insista sur le fait qu'il devait tuer Rainer. Rainer tenta de prononcer des mots apaisants pour le ramener à son état normal. Mais cela ne fonctionnait pas, et Sion pleurait de toutes ses forces. Le diable contrôlait Sion, et il envoya des épées sombres vers Rainer, qui transpercèrent tout son corps. Il lui serra le cou et promit de l'envoyer en enfer.
L'esprit d'une petite fille dont le corps émettait de la lumière sortit soudainement du corps de Reiner et dit à Sion que ce n'était pas encore le moment. Lucy Léris apparut derrière lui et elle s'adressa à lui en tant que tisseur de toutes les formules. Lucy était une partie du diable, divisée en deux. L'esprit lui dit d'arrêter Sion et de libérer Reiner car il détruirait tout et tout le monde. Lucy confirma que Sion ne perdrait jamais sa raison, car il était différent. Il dit à Reiner que Sion le trahirait un jour, lorsque le diable aurait complètement son esprit, mais que d'ici là, il devrait profiter de son amitié avec lui. Il toucha la tête de Reiner et celui-ci perdit connaissance. Sion pointa une épée sur le cou de Reiner pendant qu'il gisait inconscient. Il luttait avec l'épée, et la voix ne cessait de lui dire de tuer Reiner. Il lutta si fort contre l'esprit, puis son épée lui tomba des mains. Une autre image de Sion apparut et ils commencèrent à converser. L'un était l'esprit de Sion lui-même, tandis que l'autre était l'esprit de Sion contrôlé par les ténèbres. Sion réussit à vaincre son esprit contrôlé par les ténèbres à ce moment-là, et il laissa Reiner gisant impuissant sur le sol. Reiner se réveilla en prison, la tête bandée. Il avait été gravement blessé par Sionon. Ferrus entra dans la prison. Le gardien de prison tenta de l'arrêter, mais elle les vainquit. Il se leva et appela le gardien de prison, mais personne ne répondit. Ferrus apparut soudainement derrière lui. Elle s'était introduite en brisant le toit de la cellule. René fut sacrément choquée quand il la vit. Elle le serra dans ses bras et dit qu'elle le croyait mort. Elle pleura en disant que Sion l'avait aussi confirmé qu'il était mort. Mais elle n'y avait pas cru. Reiner demanda si elle avait vu Sion. Ferrus lui dit que quelque chose n'allait pas avec Sion, car il avait dit l'avoir tué, et il avait souri tout en ayant l'air de vouloir pleurer. Ferrus ajouta que Sion lui avait dit de ne pas revenir, ni de s'associer à lui de nouveau. Sion avait fait marcher l'armée vers Nelpha impériale. Il menait l'armée avec des techniques interdites et massacrait tous les habitants de Nelpha. Sion et Ferrus s'enfuirent de la prison. René dit qu'il chercherait un moyen d'arrêter Sion, découvrirait ce qui se passait, puis révélerait la vérité. Soudain, la terre trembla derrière eux. Ils se retournèrent et virent Kéfir. Elle s'enfuit alors que des hommes la poursuivaient. René et Ferrus partirent en calèche. Dans la calèche, Reiner, en son fort intérieur, repensa à la façon dont il avait abandonné et voulu mourir. Mais Sion l'avait sauvé et il lui en avait toujours été reconnaissant. La bataille entre Roland et Nelta fut observée. Tout le monde était impliqué dans cette bataille, y compris l'escadron des briseurs de tabous. René jura qu'il sauverait Sion, peu importe ce dans quoi il était impliqué, il le protégerait. Ensuite, il le ferait dire qu'il avait le meilleur ami du monde. Ceci nous amène à la fin de cet incroyable anime. Que pensez-vous de l'amitié entre Reiner et Sion? Laissez votre commentaire dans la section des commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Au revoir.